En 2045, la Terre est un champ de bataille où l'humanité est engagée dans une lutte désespérée contre des créatures monstrueuses. La guerre est brutale. Les soldats sont submergés et massacrés dans le chaos des combats. La scène est d'une dévastation totale. Un monstre colossal aux yeux rouges brillants plane au-dessus des survivants. Un jeune soldat lève les yeux, terrifié, alors qu'un des tentacules acérés du monstre pointe directement vers lui, puis se jette sur lui. Soudain, un homme coupe rapidement le tentacule attaquant, sauvant le jeune soldat. La créature géante rugit de douleur. Le sauveteur, un homme déterminé portant une casquette militaire, lance une attaque féroce, tranchant les membres de la créature avec sa lame aiguisée. Il esquive habilement une contre-attaque avant de sortir un pistolet et de tirer sur le monstre. Après avoir neutralisé la menace, l'homme dit au soldat qu'il vient de sauver de se relever. Il est Han Sung, chef des dernières forces de défense de la Terre. L'humanité est en guerre depuis longtemps. Avec peu de soldats restants, Han Sung pense que leur but ultime est proche et se prépare à utiliser un dispositif lumineux. Soudain, un cercle magique doré apparaît au sol et Han Sung disparaît dans une lumière vive, laissant son fusil. Le soldat appelle le nom de son chef avec incrédulité. Ailleurs, Han Sung se retrouve dans un endroit sombre, enchaîné par des chaînes d'énergie lumineuse. Il est entouré de figures en robe qui sont étonnées que leur invocation des héros d'un autre monde ait réussi. Han Sung, en difficulté, se demande où il se trouve. Un vieil homme accueille le héros dans leur empire et lui demande de vaincre le roi démon et de sauver leur monde. Enragé, Han Sung exige de savoir où il est et qui ils sont, insistant sur le fait qu'il devrait être en Corée. En réponse, l'homme fait un geste et un serment de contrainte enveloppe Han Sung dans une douleur atroce, le forçant à crier. L'homme âgé lui dit calmement de ne pas résister, expliquant qu'il ne serait pas blessé s'il obéissait. Il réitère sa demande pour que Han Sung vainque le maléfique roi démon. Il ajoute ensuite que si Han Sung réussit cette mission, il pourrait le renvoyer chez lui. Avec une expression froide, il demande à Han Sung s'il accepte leur demande. Lié par les contraintes magiques, Han Sung regarde avec douleur et résignation. Réalisant qu'il n'a pas le choix, il accepte à contre-cœur. Il a été convoqué dans un monde différent pour combattre en tant que héros d'un empire venu d'un autre monde. Sa nouvelle vie était un cycle épuisant. Pendant une décennie, il s'est entraîné et a combattu sans relâche, répondant aux demandes incessantes de l'Empire jusqu'à ce qu'il finisse par vaincre le roi démon, Val-Roar. Après 10 longues années, il espérait enfin être libre, ayant rêvé chaque nuit de rentrer chez lui. Mais son espoir fut brisé lorsque le vieux chef lui donna une nouvelle mission. Le vieil homme expliqua froidement que sauver l'Empire n'était pas terminé. Les dissidents qui s'opposaient à l'unification de l'Empire devaient encore être éliminés. La cible était un homme nommé Bottle. Le vieil homme avait promis que si Han Sung l'éliminait, il serait enfin libre. Alors que le serment de contrainte s'enflammait autour d'un Han Sung furieux, une fois de plus enragé et piégé, Han Sung pense qu'un chien avec un collier n'a pas le choix. Maudissant les salauds qui l'avaient asservi, il se prépare pour le prochain combat. La scène se déplace vers le royaume des chevaliers de Teutonia dévasté par la guerre, où Han Sung affronte sa cible, Bottle, et finit par l'abattre. Le chevalier blessé le traite de fou pour avoir obéi à l'Empire. Han Sung, rempli de remords, déclare qu'il n'avait pas le choix. Avec du sang sur les lèvres, Badil sourit tristement et dit à Han Sung de ne pas s'excuser. Dans ces derniers instants, il avertit Han Sung que bientôt lui aussi sera rejeté par l'Empire. Croyant que sa mission est terminée, Han Sung pense qu'il peut enfin rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, le comte Brandenburg apparaît et le transperce par derrière avec une épée. Le félicitant froidement, Han Sung, haletant de douleur, reconnaît son traître. Brandenburg félicite moqueusement Han Sung d'avoir bien servi comme le chien de chasse loyal de l'Empire. Respirant difficilement, Han Sung réalise que leur promesse de le renvoyer chez lui était un mensonge. Brandenburg ricane, se demandant pourquoi il le laisserait jamais partir, et tord vicieusement la lame dans la poitrine de Han Sung, affirmant qu'un chien de chasse ne sait que mordre. Il fait ses adieux, alors que Han Sung tombe vaincu. Alors que sa vie s'éteint, il les maudit pour leur trahison. Dans son dernier souffle, il jure de ne jamais oublier l'humiliation et de faire payer l'Empire maudit par son anéantissement total. Alors qu'il fait ce vœu, une lumière bleue éclatante jaillit de sa poitrine. Cette nuit-là, une vie s'est terminée et une autre a commencé. Il se réveille en tant que nouveau-né tenu par une belle femme qui lui dit qu'elle est sa mère. Derrière elle se tient un homme aux longs cheveux noirs. Han Sung réincarné ressent un sentiment de familiarité. Il réalise que l'homme est le duc Saxon, le plus grand nécromancien du continent. Avec cela, Han Sung comprend qu'il est rené. À Nécropole, le siège de la magie interdite de l'Empire, un message confirme que la pierre de la réincarnation a été activée avec succès. Il réfléchit à son plan. La pierre de réincarnation, un artefact interdit, était un pari de dernier recours pour se libérer. Le corps dans lequel il renaîtrait était laissé au destin.
Il s'émerveille de sa chance, réalisant qu'il est maintenant le premier-né de la famille ducale de Saxon, l'une des maisons nobles les plus élites de l'Empire. Intérieurement, il sourit, pensant qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Cela alimente sa soif de vengeance. Il jure qu'une fois qu'il aura grandi et maîtrisé la nécromancie, il éliminera jusqu'au dernier des salauds de l'Empire qui l'ont trahi. Ses nouveaux parents s'inquiètent, car il ne pleure pas. La duchesse, le tenant avec anxiété, demande à la nourrice pourquoi. La nourrice trouve cela curieux, mais les rassure que sa respiration est stable. Le duc saxon exprime sa préoccupation qu'un enfant sans larmes pourrait être un mauvais présage. La nourrice écarte ses craintes, mais suggère ensuite que s'il souhaite qu'il pleure, ils peuvent simplement lui frapper le derrière. Sans hésitation, la nourrice gifle le derrière du bébé, ce qui met Hansung en colère, mais il refuse obstinément de pleurer. Ses parents regardent, amusés, et la duchesse commente que leur fils a dû hériter de la forte volonté du duc. La duchesse prend ensuite le bébé, disant qu'elle va essayer. Sa nouvelle mère le tient et lève sa main, mais au lieu d'une autre claque, il ressent la douce chaleur d'une main tendre le caressant. Le simple contact chaleureux résonne profondément en lui. Un flot de souvenirs de sa vie passée brutale le submerge. Une vie de combat incessant et de douleur constante. Il se demande quand il avait ressenti une telle chaleur pour la dernière fois. La main douce et tremblante de sa nouvelle mère irradie un amour pur et inconditionnel qu'il n'avait pas connu depuis des années. Cette émotion accablante est trop forte. Hansung, qui n'avait pas versé une larme depuis son enfance, sent sa contenance se briser. Sous le regard étonné de ses parents, il pousse un cri fort et plaintif, ressemblant enfin au nouveau-né qu'il est désormais. 8 années se sont écoulées depuis que Hansung est rené sous le nom de Dale Saxon. Ses parents, le duc Alan Saxon et la duchesse, réfléchissent à la rapidité avec laquelle le temps a passé. La duchesse remarque que Dale est inséparable de ses livres depuis l'âge de 4 ans. Le duc sourit et elle suggère affectueusement que la nature studieuse de Dale vient de lui. Le duc est d'accord, notant l'intérêt de leur fils pour la magie. La duchesse devient sérieuse, lui rappelant sa promesse de ne jamais enseigner la nécromancie à Dale. Pendant ce temps, dans la grande bibliothèque, le jeune Dale, réceptacle de Hansung, est plongé dans ses études. Dans la chambre, la duchesse est soulagée. Alan se rappelle sa promesse. Il la rassure et mentionne un cadeau spécial pour l'anniversaire de Dale demain. Soudain, un coup frappé frénétiquement brise le calme. Une servante paniquée fait irruption, s'exclamant qu'il est arrivé quelque chose à Dale. Ses parents se précipitent dans le couloir, criant son nom avec peur. Ils trouvent Dale dans le bureau, effondré et entouré d'une vague de mana bleue. La duchesse s'écrie, vérifiant anxieusement s'il est blessé. Dale, hébété, lui dit qu'il va bien. Le duc saxon, cependant, recule, sombre. Il est stupéfait que son fils puisse déjà libérer une mana aussi puissante. Ignorant les supplications de sa femme, Dale tente de se retirer alors que son père s'approche. Le duc domine son fils, lui demandant s'il a libéré du mana de son corps. Intérieurement, Hansung panique, réalisant son erreur d'avoir révélé son pouvoir si tôt. À sa surprise, l'expression sévère de son père se transforme en un sourire fier. Comme prévu de mon fils, dit-il en tapotant la tête de Dale. Il ajoute que c'est dommage qu'il ne puisse pas enseigner la nécromancie à Dale. Cela plonge Dale dans une nouvelle panique. Si le plus grand nécromancien du continent ne veut pas lui enseigner, il se demande comment il pourra accomplir sa vengeance. Sa mère lui tapote doucement la tête, lui disant d'aller dans sa chambre. Alors que Dale s'éloigne, il entend son père appeler sa mère Helena et dire qu'il vient de penser au cadeau parfait pour Dale. Peu de temps après, le banquet du 8e anniversaire de Dale bat son plein, avec les nobles du duché de Noir réunis pour célébrer. Dale est assis seul au 2e étage, regardant la foule bruyante avec une expression fatiguée. Submergé par la tension, il réfléchit à quel point il est étrange d'être traité si chaleureusement après une vie passée à être utilisée. Son esprit revient à l'incident d'il y a 2 jours, quand sa mana est devenue incontrôlable. Il comprend que cela a été déclenché par la lecture d'un livre intitulé « La vie du héros d'un autre monde » et que se rappeler son passé a provoqué une montée de sa puissance. Il pense qu'il serait dommage d'abandonner la nécromancie, dont il a besoin pour se venger. Il se creuse la tête, essayant de trouver comment convaincre son père de lui enseigner. Il se souvient que son père a mentionné un cadeau, mais il écarte l'idée de demander des leçons comme étant trop difficiles. Ses pensées sont interrompues par sa mère, Helena, qui vient le chercher. Elle s'approche avec une figure mystérieuse encapuchonnée, sourit chaleureusement et lui souhaite un joyeux anniversaire. Dale demande qui est la personne derrière elle. La figure retire son capuchon, révélant une femme semblable à une elfe avec des cheveux bleus saisissants et un sourire doux. Helena présente la femme comme étant Sophia, une éminente aînée de la prestigieuse Tour de la Magie Bleue et une maîtresse de l'art de l'eau. À la grande surprise de Dale, sa mère annonce que Sophia deviendra sa nouvelle instructrice. Sophia incline la tête et Helena fait un clin d'œil à son fils. Dale est stupéfait, réalisant que son cadeau est un maître de la Tour de la Magie Bleue. Cela signifie qu'il apprendra la magie de l'eau, une discipline défensive, et non le pouvoir destructeur qu'il recherche.
Le geste montre clairement à quel point sa mère s'oppose fermement à ce qu'il apprenne la magie noire. Sophia demande à parler en privé avec Dale, et il accepte. Ils marchent le long d'un chemin enneigé à l'extérieur. Sophia va droit au but, confirmant qu'elle doit lui enseigner uniquement la magie de l'eau. Elle demande astucieusement s'il est déçu, affirmant qu'elle pense qu'il veut apprendre autre chose. Dale est surpris, se demandant comment elle sait son vrai désir. Sophia sourit, expliquant qu'il est normal qu'il veuille apprendre l'art de son père, la nécromancie. Elle révèle que les conditions du mariage de son père sont connues dans tout l'Empire, laissant entendre que c'est pourquoi son père ne peut pas lui enseigner. Sophia explique l'histoire derrière la promesse du duc. Lorsque le duc Alan Saxon courtisait Lady Helena, elle craignait sa sombre réputation. Pour gagner son cœur, il a juré de ne jamais transmettre ses arts obscurs à leurs enfants. Elle se souvient de leur mariage où les anciens de la tour de magie noire portaient du blanc pour symboliser cette promesse contraignante. À cause de cela, Sophia dit à Dale qu'apprendre la magie noire immédiatement sera difficile. Elle offre de l'espoir, promettant de trouver un moyen de convaincre Lady Helena. Avec un sourire mystérieux, elle lui demande s'il est prêt à suivre ses conseils. Dale est prudent et remet en question ses motivations, soulignant qu'en tant qu'elfe, elle devrait trouver la nécromancie répugnante. Sophia trouve sa question amusante. Elle remet en cause sa perspective en évoquant les prêtres qui utilisent le pouvoir divin pour ramener les mourants à la vie. Elle lui demande s'il considère que c'est la volonté de la nature qui lui montre une vision d'une sainte résurrection. Pour elle, il n'y a aucune différence. Nécromancie et résurrection sont les deux faces d'une même médaille. Nécromancie. Cette réponse ouverte d'esprit impressionne Dale. Il comprend que Sophia n'est pas comme les elfes habituels et pense qu'elle pourrait être une bonne maîtresse. Avec cela réglé, Sophia annonce qu'il est temps pour leur première leçon. Reconnaissant qu'il a déjà formé un fragment de cercle de mana, elle fixe son premier objectif, l'étendre et compléter son tout premier cercle complet. Dale est ravi, sachant que c'est la base de la plupart des sorts. Il voit cela comme le véritable début de son voyage pour devenir assez fort pour se venger. Alors Sophia lui demande de placer sa main sur son cœur et de concentrer son esprit. Dale suit les instructions, fermant les yeux tandis qu'une aura bleue de mana l'enveloppe. Ce nouveau monde est saturé d'une abondance de mana. Pour manier ce pouvoir en toute sécurité, un être vivant a besoin d'un filtre, un cercle de cœur de mana. Le processus consiste à rassembler les fragments de mana dispersés autour de son cœur, à les assembler et à les forcer à tourner dans un flux contrôlé pendant qu'il se concentre. Dale comprend parfaitement le concept. Comme Sophia l'a expliqué, il visualise le processus et ressent une puissante montée d'énergie alors qu'un cercle bleu lumineux complet de mana se forme autour de son corps. Sophia, ignorant ses progrès rapides, poursuit son instruction, lui disant de faire tourner le mana prudemment. Elle lui conseille de ne pas se presser, car cela prend habituellement un mois. Dal l'interrompt, tendant la main où des flux de mana bleu lumineux coulent déjà avec une parfaite stabilité impressionnante. Il informe son maître qu'il vient de le réaliser. Sophia le regarde, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité, sans voix devant son exploit sans précédent. Sophia est stupéfaite. Dale vient à peine de commencer son entraînement, et pourtant il a formé un cercle de mana complet en quelques minutes. Alors qu'elle le regarde manipuler l'énergie bleue crépitante, elle se demande si cet enfant est un prodige né. Encore en train de digérer son exploit, Sophia décide de le pousser plus loin, lui demandant s'il peut essayer de libérer le mana à travers le cercle nouvellement formé. Dale accepte avec confiance. Alors qu'il rassemble son mana, Hansung réfléchit à la différence entre ses vies passées et présentes. Il sait que simplement libérer le mana est difficile pour la plupart des débutants. Il se souvient que dans sa vie précédente, ses capacités magiques étaient limitées à des sorts de destruction gravés dans son corps. Ce pouvoir n'était pas suffisant pour la vengeance. Cette fois, cependant, c'est différent. Il est rené avec le talent inné de son père, permettant à son corps d'accepter naturellement le mana. Il croit qu'il pourrait être capable d'apprendre non seulement la magie de l'eau, mais aussi d'autres types. Il concentre sa volonté, attirant le mana de son cercle jusqu'au bout de ses doigts. Un cercle magique apparaît, tandis que le mana se cristallise en un projectile acéré. Il se promet intérieurement que ce sera la première de nombreuses armes qui transperceront un jour la gorge de l'Empire. Il crée avec succès un projectile de glace parfait. Sophia regarde avec admiration. D'habitude, le mana s'effondre quand il sort du corps d'un novice, mais Dale l'a cristallisé en un vrai carreau de glace. Dale dit calmement à son maître que, comme il s'est concentré sur la forme du sort, sa puissance pourrait être insuffisante. Il libère le sort, envoyant le projectile de glace à travers la clairière. Le projectile frappe un grand arbre avec une force incroyable, le brisant. Sophia est stupéfaite par cette démonstration de force. Elle voit que le trait de glace a traversé le bois, montrant une netteté et une solidité incroyables. La précision et la puissance sont quelque chose qu'un enfant de 8 ans ordinaire ne devrait pas atteindre. Alors que Dale se tourne vers elle avec un sourire innocent, Sophia est envahie par une unique pensée écrasante.
Se demandant qui est véritablement cet enfant, Sophia s'agenouille dans la neige, examinant attentivement le tronc d'arbre gelé. Elle s'attendait à ce que la première tentative de Dale soit une simple libération de mana brute. Au lieu de cela, il avait instinctivement absorbé le froid de l'environnement et incorporé parfaitement l'élément glace dans son sort. C'était de la magie simple, mais l'exécution était parfaite, bien au-delà d'un novice. Voyant le silence de son professeur, Dale agit innocemment, demandant timidement s'il a fait une erreur. Sophia sourit, mais son esprit bouillonne. La formule magique qu'il a utilisée était trop complexe pour qu'un enfant la crée. Inconsciemment, le sort impliquait une séquence parfaite de rotation, d'accélération et de congestion pour former le projectile solide. Elle reconnaît cela comme étant le nombre d'or, les trois formules fondamentales de la magie de niveau militaire. Le fait qu'il ait pu lancer de manière inconsciente un sortilège aussi parfaitement létal l'étonne profondément. Lorsqu'il appelle de nouveau, elle écarte ses préoccupations feintes. Intérieurement, elle admet comprendre pourquoi Lord Noir trouvait regrettable de ne pas pouvoir enseigner à ce garçon lui-même. Plus tard, Sophia rapporte au duc Alan Saxon. Le duc est surpris, se demandant pourquoi elle dit qu'elle ne peut pas enseigner à Dale. Il affirme que si son fils atteint le premier cercle en peu de temps, elle devrait le guider. Sophia explique calmement que dès que Dale a atteint le premier cercle, il a immédiatement lancé un sort mortel parfait. Le duc est choqué. Sophia continue en affirmant qu'il était difficile de croire qu'un enfant de 8 ans était capable d'un tel exploit. Elle explique que le sort a utilisé la formule magique militaire et a été lancé dans son parfait ratio d'or. Regardant le duc dans les yeux, elle lui annonce que son fils Dale possède un talent inné et profond pour tuer. Le duc la comprend mal, croyant qu'elle refuse d'enseigner à son fils. Il demande si, en tant qu'ancienne de la tour de la magie bleue pacifique, elle ne peut pas enseigner à un enfant avec une nature si destructrice. Sophia clarifie rapidement que ce n'est absolument pas le cas. En réalité, elle ressent une envie irrésistible de guider cet enfant exceptionnellement doué sur le bon chemin. Le duc commence à céder, mais Sophia mentionne la magie noire du Seigneur Noir, suggérant que Dale a déjà un autre chemin en tête. L'expression du duc s'assombrit, réalisant que son fils semble déjà posséder la magie qu'il souhaite apprendre. Sophia confronte le duc, lui disant qu'elle a entendu les histoires de sa cour avec Lady Helena et respecte la promesse qu'il a faite à sa femme. Cependant, elle déclare fermement que sa promesse ne lui donne pas le droit de décider de l'avenir de son enfant, surtout quand cet enfant a un talent aussi monumental. Tandis que Sophia et son père discutent, Dale est dehors, essayant d'écouter aux portes. Mais ne parvenant pas à entendre quoi que ce soit, il glisse au sol, supposant qu'il parle de lui. Il pense à sa première leçon, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que son premier sort soit si fort. Il se rappelle la surprise sur le visage de Sophia et comprend qu'il devra être plus prudent avec son pouvoir. Soudain, une voix appelle son nom. Il lève les yeux et voit un homme en armure brillante avec un sourire amical. Le visage de Dale s'illumine de joie et il s'exclame joyeusement le nom de l'homme, Oncle Helmut. Helmut le salue chaleureusement et lui demande ce qu'il fait par terre. Dale demande en plaisantant où Helmut a été. Helmut rit et explique qu'il a protégé la famille ducale et vaincu des monstres effrayants, puis prend le garçon dans ses bras pour un gros câlin. Tenu dans les bras, Dale devine qu'Helmut a combattu dans le donjon. Une expression triste passe sur son visage en pensant au danger que son oncle affronte. Dans ce monde, donjons et monstres sont de vraies menaces. Les chevaliers de chaque domaine s'efforcent de nettoyer les donjons. La situation dans le duché de Saxon est bien plus sévère que dans d'autres territoires. La raison est liée à la vie antérieure de Hansung. Après que le héros ait vaincu le roi démon, le duc saxon a reçu l'ordre de l'Empire de conquérir l'ancien territoire du roi démon, en soumettant le grand nombre de monstres qui s'y trouvaient encore. Techniquement, Dale pense cyniquement que c'est un cas typique de déversement de restes. De retour au présent, Dale observe son oncle avec inquiétude et lui dit de faire attention. Helmut est touché. Demandant si le jeune seigneur est inquiet, Dale répond simplement que Helmut semble être en bonne santé. À ce moment-là, le duc Alan Saxon sort du bureau. Helmut s'agenouille immédiatement pour saluer. Le duc reconnaît le chevalier et le remercie pour son travail acharné. À ce moment-là, la duchesse Helena arrive, surprenant Dale. Son visage s'illumine d'un grand sourire en appelant le nom de son fils. Elle se précipite vers Dale avec enthousiasme, disant qu'elle a entendu qu'il a atteint le premier cercle et qu'elle est très fière. Elle s'agenouille à sa hauteur et il frotte affectueusement sa joue contre la sienne. Son père le félicite également et, se sentant généreux, dit à Dale que s'il souhaite une récompense, il doit le lui dire. Cela met Dale dans l'embarras. Il veut désespérément demander à son père de lui enseigner la nécromancie, mais craint que cela ne suscite des soupçons. Il essaie rapidement de penser à ce qu'un enfant normal et innocent souhaiterait. Avec un éclair d'inspiration, il s'exclame avec une joie enfantine qu'il veut une petite sœur. La demande inattendue laisse ses deux parents stupéfaits et rougissant furieusement. Après un moment de gêne, le duc balbutie qu'ils feront de leur mieux.
En arrière-plan, Helmut et un autre chevalier luttent pour retenir leur rire. Plus tard dans la nuit, Dale est allongé dans son lit, épuisé par la journée. Il bâille, réfléchissant à quel point il est épuisant d'agir de manière enfantine. Il ressent une grande fatigue d'avoir utilisé la magie pour la première fois dans son jeune corps et commence à s'endormir. Soudain, son repos est brisé alors qu'il est plongé dans un cauchemar terrifiant. Il se retrouve dans sa vie passée, revivant sa trahison. L'image spectrale du comte de Brandenburg apparaît, sa voix dégoulinant de malveillance. Brandenburg le nargue vicieusement, le traitant de sournois et lui demandant s'il est devenu mou. Il se moque de sa nouvelle vie, lui demandant si le confort l'a fait oublier son vœu de vengeance. Le visage menaçant de Brandenburg se profile au-dessus de lui, délivrant une menace glaçante. L'Empire le trouvera. Ils ne cesseront jamais de le chercher jusqu'à ce qu'il le traque et efface toute trace de son existence. La terreur pure du cauchemar arrache Dale de son sommeil. Il se réveille en haletant, se redressant brusquement alors qu'une puissante vague de mana incontrôlée jaillit de sa poitrine. Dale gémit de douleur, serrant sa poitrine alors que le mana bleu déferle violemment. Il ressent une pression douloureuse immense, comme si son cœur allait exploser. Il reconnaît cela comme une déferlante de mana, un état dangereux où un mage perd le contrôle de son pouvoir. Trébuchant, il maudit l'Empire, frustré que le traumatisme de sa vie passée continue de le hanter. Espérant que l'air froid de la nuit pourrait l'aider, Dale court dehors. Cependant, le changement de décor empire la situation. La frénésie de mana s'intensifie davantage, et il halète désespérément pour respirer. Juste au moment où il pense qu'il va perdre connaissance, une voix calme remarque qu'il semble être en difficulté. Surpris, Dale lève les yeux pour voir son professeur, Sophia. Sophia reconnaît calmement la déferlante de mana, soulignant son incroyable talent. Cependant, elle admet également qu'elle ne peut s'empêcher de ressentir un profond sentiment de danger face à sa magie. Elle s'approche de lui et pose doucement sa main sur sa poitrine. Alors qu'elle canalise son propre mana apaisant en lui, elle pense que si la malveillance profonde qu'elle ressent dans sa magie prend le dessus, le changement en lui sera irréversible. Sous son influence apaisante, l'énergie violente se dissipe, laissant une petite orbe de mana stable dans les mains de Dale. Il baisse les yeux, soulagé. Sophia appelle alors son nom. Son expression sérieuse, elle lui fait une évaluation sévère de ses capacités, lui disant que son talent n'est pas pour la création ou la guérison, mais pour ôter la vie aux autres. C'est, dit-elle, un talent très dangereux. Elle lui présente ensuite un livre épais et sombre marqué d'un pentagramme. Elle explique que sa nature dangereuse est la raison pour laquelle elle trouve cela chanceux qu'elle soit celle qui va lui enseigner. Avant de lui remettre le grimoire, Dale est stupéfait. Alors qu'il tient le livre, une énergie sombre tourbillonne de ses pages, et il le reconnaît instantanément comme un grimoire de magie sur la nécromancie. Sophia sourit doucement, suggérant que c'était peut-être le destin qui l'avait amené à lui. D'une voix douce, elle lui souhaite encore un joyeux anniversaire. Submergé par son acceptation inattendue et le cadeau profond, Dale se précipite impulsivement et enroule ses bras autour de sa taille dans une étreinte serrée. Son expression s'adoucit et elle lui tapote doucement le dos, le taquinant en l'appelant un besoin affectif. Quelques jours plus tard, Sophia emmène Dale dans les plaines enneigées pour sa prochaine leçon. Elle lui dit que sa cible pour la journée sera des lapins. Dale semble surpris, mais Sophia le confirme, lui demandant de se rappeler de la chasse avec son père et de canaliser cette concentration dans sa magie. Dale hoche la tête. Créant un cercle magique, il repère un lapin blanc et, concentré, lance un projectile de glace tranchant. Le sort frappe sa cible avec force, déchirant le lapin. Sophia observe avec une expression clinique, notant que malgré le fait d'avoir pris une vie, les mains de Dale ne tremblent pas. Il n'y a ni hésitation ni remords dans ses actions. Elle l'appelle et commence une nouvelle leçon, expliquant que même en lançant le même sort, sa forme varie d'un mage à l'autre. Elle lui demande s'il sait pourquoi. Dale admet honnêtement qu'il ne sait pas. Sophia sourit et révèle la raison. La magie est un miroir qui reflète leur esprit. C'est une matérialisation de ce qui se trouve dans leur cœur, amené par le mana. Elle démontre sa propre magie douce de l'eau, concluant que la magie révèle le paysage de son moi intérieur. Dale écoute en silence, une goutte de sueur sur sa tempe, tandis qu'il assimile ses paroles. Sophia explique que les noms de sorts comme mur de feu ne sont que des étapes pour aider un mage à solidifier une image mentale. La magie enseignée dans les grandes tours de magie suit ce principe. Elle utilise différentes tours comme exemple. La magie de feu de la tour rouge est agressive et destructrice, tandis que la magie de l'eau de sa propre tour bleue est fluide et adaptable. La philosophie de chaque tour est projetée dans la forme que prend leur magie. Elle ajoute qu'il y a aussi les tours de magie noire, blanche et verte, chacune avec sa propre philosophie distincte. Après son explication, elle sourit, puis décide que cette discussion philosophique est encore trop prématurée pour son jeune élève. Ayant fourni un cadavre, Sophia passe à la première leçon de nécromancie de Dale. L'art sombre le plus basique est de relever un zombie. Dale tend la main et une mana sombre et ombreuse s'écoule de lui vers le lapin mort.
Il attache habilement des fils de mana aux fonctions motrices clés du lapin, la tête, la colonne vertébrale et les genoux, et force la créature morte à se lever. Les yeux du lapin réanimé brillent en rouge, signe de son succès. Sephia, impressionnée, le félicite. Elle lui demande s'il est prêt pour l'étape suivante, et il accepte avec confiance. Sa nouvelle tâche est d'appliquer un sort défensif, une armure glacée, à son nouveau serviteur mort-vivant. Il concentre son mana bleu crépitant autour de lui, puis libère une vague de magie glaciale, faisant apparaître des éclats de glace acérés autour du lapin zombie. En un instant, la créature est couverte d'une armure cristalline impressionnante. Sophia examine son travail, remarquant que l'exécution est correcte et la forme adéquate. Pour tester sa création, elle annonce qu'elle va évaluer la défense. Elle crée un éclat de glace puissant et le lance avec force sur le zombie en armure. L'éclat frappe fort, mais l'armure glacée tient bon, ne se fracturant qu'au point d'impact, mais protégeant la créature à l'intérieur. Le visage de Dale s'illumine d'un sourire heureux. Il s'exclame qu'il a bloqué l'attaque de son maître. Sophia lui fait un signe d'approbation, le félicitant pour son super travail. Voyant son regard enthousiaste, Sophia lui demande s'il souhaite quelque chose. L'enthousiasme de Dale déborde. Avec une expression déterminée, il fait une demande inattendue. Il demande à son maître non seulement de lui enseigner les arts sombres, mais aussi de l'instruire correctement sur la façon d'utiliser au mieux sa magie de l'attribut de l'eau. À la demande pleine d'espoir de Dale, Sophia répond avec un léger sourire indéchiffrable avant de prononcer un seul mot écrasant. Non. Dale reste complètement sans voix et choqué par son refus catégorique. Sophia explique pourquoi. Elle souligne que le sort qu'il a fait était encore une forme basique de magie de l'eau. L'attribut de l'eau demande une compréhension plus profonde et un niveau supérieur à mesure que les compétences d'un mage se développent. Elle lui rappelle que pour la plupart des débutants, maîtriser même un type de magie est incroyablement difficile à gérer. Deux types différents simultanément est la marque d'un rare mage double, un exploit qu'elle considère presque impossible pour un enfant de son âge. De son point de vue professionnel, sa demande semble être une ambition excessive et irréaliste. Dale feint la surprise, remettant en question son utilisation du mot ambition. Il adopte alors une expression visiblement blessée, lui rappelant qu'elle avait promis qu'ils trouveraient leur chemin ensemble. Il sous-entend subtilement qu'en refusant, elle revient déjà sur sa parole donnée. La tactique astucieuse et culpabilisante atteint son but. Sophia devient visiblement troublée et, incapable de contrer son appel émotionnel, déclare brusquement que la leçon du jour est terminée. Cette nuit-là, Dale n'est pas découragé. Il se retire dans la grande bibliothèque avec une pile de livres bien garnis, remplis de détermination. Il se dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir seul. Il fait le serment d'étudier et de se prouver si bien que Sophia n'aura pas d'autre choix que de lui enseigner à la fois la magie de l'eau et la nécromancie. Une puissante aura de magie violette sombre émerge et tourbillonne autour de lui, le soulevant ainsi que les livres dans les airs. Alors qu'il commence une nuit d'entraînement intense et solitaire, après sa nuit blanche, une voix appelle son nom à plusieurs reprises. Il lève les yeux pour voir Sephia, qu'il a retrouvée à nouveau dans les plaines enneigées. Elle le regarde avec inquiétude, remarquant qu'il a l'air de ne pas avoir dormi. Dale, arborant un air joyeux, explique qu'il est resté éveillé pour préparer quelque chose pour elle. Sophia lui conseille doucement de ne pas se surmener, mais Dale sourit simplement et lui dit qu'il est prêt, désireux de lui montrer son travail acharné. Pour le démontrer, Dale invoque avec assurance un cercle magique sombre et fait un geste vers le lapin zombie en armure. Sophia regarde avec un sourire impressionné, reconnaissant qu'en une seule nuit, il a maîtrisé la technique de base. Mais la démonstration de Dale est loin d'être terminée. Soudain, l'armure gelée enveloppant le lapin commence à se fissurer et à briller avant d'exploser violemment vers l'extérieur. L'armure se brise, envoyant une volée de projectiles de glace acérés dans toutes les directions. Sophia est surprise. Elle reconnaît le sort avancé comme une explosion de glace. Son choc s'approfondit lorsqu'elle réalise que le lapin zombie canalise maintenant une sphère d'énergie noire volatile entre ses pattes. Le lapin libère alors la sphère dans une explosion puissante. L'énergie sombre détonne, déclenchant une deuxième explosion, plus puissante, qui propulse les projectiles de glace brisés vers l'avant dans une attaque combinée dévastatrice. Complètement choquée par ce sort complexe et mortel, Sephia est obligée de convoquer rapidement une barrière magique hexagonale pour se protéger. Alors que la poussière retombe, elle fixe son élève dans un silence stupéfait. Sa barrière scintillant encore, Dale explique calmement qu'il a combiné deux sorts distincts, explosion de cadavres et explosion de glace, fusionnant avec succès les attributs de l'eau et des ténèbres en une seule attaque. Pour prouver son point, il invoque sans effort une orbe de magie de l'eau dans une main et un tourbillon d'énergie sombre dans l'autre. Avec un sourire confiant, il demande à son maître si un exploit comme celui-ci est suffisant pour qu'il soit considéré comme un mage double. Sophia se tient dans sa barrière protectrice, stupéfaite par la dévastation causée par Dale. Elle n'a jamais vu une telle attaque.
Le sort était une combinaison magistrale, utilisant l'explosion de cadavres pour une zone d'effet plus large, tout en projetant simultanément des éclats de glace et des fragments d'os de l'armure gelée vers l'extérieur comme des lames mortelles. Après l'attaque, Sophia s'agenouille dans la neige. En examinant les fragments de glace acérés, elle pense que la magie de Dale manque de créativité. Elle est faite pour tuer, le genre de magie qu'on attendrait de quelqu'un qui a passé sa vie sur le champ de bataille. Elle se demande quelle image mentale horrifiante cet enfant doit posséder pour créer des sorts aussi meurtriers. Alors que Sophia est perdue dans ses pensées, l'expression de Dale passe de la stupéfaction à la joie. Il appelle joyeusement son oncle Helmut, qui s'approche à cheval. Helmut, à la tête d'une troupe de chevaliers en armure, salue chaleureusement son jeune maître et Sophia. Dale demande avec enthousiasme s'il revient tout juste d'avoir exploré un donjon. Helmut confirme que ces hommes viennent de terminer la soumission d'un groupe de monstres. Ces chevaliers sont la cavalerie noire, les forces d'élite inégalées du duché de Saxon, renommées pour leur capacité à envelopper leurs lances d'une aura. Leur capitaine, Sir Helmut, est l'un des 7 maîtres d'épée les plus puissants du continent. Saisissant l'opportunité, Dale affiche un sourire charmant, rappelant à Helmut sa promesse de lui enseigner des techniques d'épée. Helmut rit et assure à Dale qu'il n'est pas oublié. Alors que lui et sa cavalerie s'éloignent, Helmut dit à Dale de ne pas rester trop longtemps dans le froid. Une fois les chevaliers partis, Sophia dit à Dale qu'il est temps pour eux de retourner au domaine. Dale accepte docilement, s'adressant à elle comme à son maître. Cette nuit-là, Sophia rencontre le duc Alan Saxon et la duchesse Helena. Elle leur rapporte calmement que leur fils Dale a réussi à maîtriser son premier cercle à la fois en nécromancie et en magie de l'eau. Le duc et la duchesse sont choqués. Le duc Alan rappelle à Sophia que leur demande était qu'elle lui enseigne uniquement la magie de l'eau. Sophia reconnaît cela, mais explique qu'en tant que mentor, elle a estimé qu'il était de son devoir de lui enseigner tout ce qu'il souhaitait apprendre, et son ambition allait au-delà d'un seul attribut magique. En entendant cela, la duchesse Helena cède. Elle demande formellement que si Dale le souhaite, Sophia continue à lui enseigner la magie de l'eau. Sophia accepte, promettant de prendre soin de lui. Alors qu'elle s'en va, elle s'excuse auprès du duc d'avoir rompu sa promesse. Après le départ de Sophia, Helena s'émerveille de l'extraordinaire talent de leur enfant. Elle a du mal à croire qu'il soit devenu un mage double à 8 ans. Le duc acquiesce, admettant que bien que le pouvoir de leur fils puisse être effrayant, il doit être capable, puisqu'il est leur enfant. Cela conduit le duc à prendre une décision importante. Il dit à sa femme qu'il aimerait enseigner lui-même la nécromancie à Dale. Il veut donner à leur fils la force de remplir les devoirs d'un seigneur, et en tant que mage, il désire un disciple aussi talentueux. Plus important, en tant que père, il souhaite que son fils hérite de son héritage. Ému, il s'excuse auprès d'Helena d'avoir rompu la promesse faite il y a longtemps. Helena écoute avec une expression sérieuse, reconnaissant la mauvaise perception publique de la nécromancie et la peur qu'elle suscite chez les gens. C'est pourquoi elle avait toujours voulu le dissuader. Cependant, voyant la détermination de son mari, sa résolution s'adoucit. Elle le prend dans une étreinte chaleureuse et réconfortante et lui dit que s'il va faire cela, il doit former Dale pour qu'il devienne un nécromancien si puissant qu'il puisse ignorer ce que les autres pensent. Ému, le duc étreint sa femme avec force. Il jure surtout qu'il formera leur fils pour qu'il devienne le meilleur. Le premier jour de la formation spéciale de Dale en nécromancie commence dans l'atelier magique profondément enfoui sous le château ducal. Son père, le duc Alan Saxon, commence la leçon en exprimant sa profonde déception envers lui. Il s'interroge sur la manière dont son fils peut ressusciter les morts sans comprendre les principes fondamentaux de ce qu'il contrôle. Ils se tiennent dans la chambre sombre avec un lapin mort sur une table en pierre centrale. Dale se défend, expliquant qu'il ne fait que ce que Sophia lui a appris. Le duc Alan interdit strictement à Dale d'utiliser de tels sorts rudimentaires sous sa tutelle. Au lieu de la magie pratique, la formation du duc commence par une étude académique intense. Il installe Dale à un bureau encombré de livres épais, lui demandant de mémoriser les structures complètes des os et des muscles de toute vie. Après une étude assidue, Dale mémorise avec succès chaque mot des textes anatomiques avancés, reconnaissant l'accomplissement de son fils. Le duc Allen lui présente un grand homme en déclarant que les bases sont complètes et qu'il est temps de passer à la magie pratique. Cependant, les yeux de Dale s'écarquillent de surprise lorsqu'il voit le sujet de sa leçon pratique, le cadavre d'un gobelin. Remarquant la confusion de son fils, le duc sourit en coin. Il explique la différence entre un novice et un maître nécromancien. Un sorcier non formé ne peut qu'animer le cadavre d'un puissant maître d'armes pour qu'il titube comme un zombie, tandis qu'un individu habile peut transformer un simple soldat en un redoutable chevalier de la mort. En désignant le gobelin, le duc le présente comme un simple soldat mort-vivant et met son fils au défi, lui demandant comment il choisira de l'animer. Confronté au défi de son père, Dale concentre son jeune corps enveloppé dans un tourbillon de mana violet. Il note intérieurement la difficulté. Un gobelin bipède est bien plus complexe qu'un petit lapin. Avec une explosion d'énergie, il projette un fil de mana violet dans le cadavre du gobelin.
En commençant la réanimation, Dale lutte avec cette tâche complexe, ayant l'impression de manipuler une marionnette compliquée. Dans une tentative de renforcer les défenses de la créature, il utilise sa magie pour accélérer la rigidité post-mortem. Mais il comprend vite son erreur. Les articulations et muscles du gobelin se sont raidis, le rendant immobile. À cet instant, son père, le duc Alan, pose une main apaisante sur son épaule. Le duc explique que bien que durcir le corps était une bonne idée, son principal effet secondaire est la limitation sévère des mouvements. Avec ses propres yeux brillants de puissance, le duc dit simplement à son fils de regarder. Il déchaîne un immense torrent de magie sombre et tourbillonnante qui engloutit le gobelin. Dale ne peut que regarder, choqué et émerveillé. Le gobelin lévite, réanimé et crépitant d'une énergie violette puissante. Le duc commence sa leçon, expliquant qu'une cage thoracique protège les organes internes. Cependant, il n'est pas nécessaire de protéger les organes des morts. En parlant, sa magie remodèle violemment le squelette du gobelin. La cage thoracique éclate, se transformant en longues lames d'os acérées qui dépassent de sa poitrine. Avec un sourire sinistre, le duc partage le principe clé de son art. Un nécromancien doit saisir la structure de sa cible et la modifier selon ses besoins. Dale reste sans voix, une goutte de sueur coulant sur son visage alors qu'il regarde, les yeux écarquillés, cette révélation profonde et terrifiante. Debout à côté du gobelin grotesquement transformé, le duc Alan Saxon conclut sa démonstration en déclarant que ce principe de compréhension et de modification de la structure d'un corps est le fondement de la magie noire. Profondément affecté, Dale lève les yeux vers son père avec un nouveau sens du but. Il lui demande de lui enseigner la philosophie centrale, l'état d'esprit de la tour de magie noire. Un sourire satisfait s'étend sur le visage du duc. Rassuré par la demande perspicace de son fils, il demande à Dale si c'est bien la vérité qu'il recherche. S'agenouillant pour regarder son fils dans les yeux, le duc transmet le principe central de leur croyance, déclarant que la vérité existe toujours dans la mort. Il explique que pour atteindre cette vérité, ils doivent d'abord comprendre le poids de la vie. Ces mots déclenchent un flashback vif pour Dale. Il est de nouveau Han Sung, le héros. Sur un champ de bataille jonché de feu et de corps, un homme s'agenouille devant lui, suppliant pour sa vie. Ignorant la supplication, Han Sung lève son épée tachée de sang et abat impitoyablement l'homme. Alors qu'il crie, le souvenir traumatique brise la contenance de Dale. De retour au présent, son père appelle son nom. Inquiet, le duc lui demande s'il va bien, remarquant qu'il a soudain l'air mal en point. Dale est pâle et en sueur, les yeux écarquillés par l'horreur. Il a du mal à parler, bégayant qu'il va bien. Une image de son ancien moi endurci traverse son esprit alors qu'il répète plus fermement qu'il va bien. Seul dans l'atelier sombre, il se tient rigide, le monde semblant vaciller autour de lui alors qu'il réaffirme silencieusement qu'il va en fait bien. Au fur et à mesure que l'entraînement quotidien de magie de Dale avec son père progresse, la nouvelle que le duc Alan Saxon a commencé à enseigner les arts sombres à son fils se répand dans tout l'Empire. La rupture par le duc d'un vœu sacré envers sa femme a provoqué un énorme tollé parmi la noblesse. Par conséquent, Dale est devenu l'objet d'une intense surveillance de la part des nobles et des mages à travers l'Empire. D'un jeune homme rusé aux cheveux roux à un seigneur sévère aux cheveux gris et une sorcière astucieuse. Quelques semaines plus tard, l'entraînement de Dale s'est orienté vers l'escrime et il s'entraîne avec son oncle Helmut. Le choc de leurs épées en bois résonne alors qu'ils s'engagent dans un duel rapide. Helmut, un maître d'épée chevronné, bloque facilement les coups de Dale avec un sourire confiant. Impassible, Dale fixe intensément, cherchant une ouverture. Helmut sourit, impressionné par la ténacité de son neveu, et intensifie son attaque. Dale esquive habilement un coup puissant, puis lance une contre-attaque aérienne spectaculaire, tournoyant pour frapper son oncle sous un angle inattendu. Le mouvement prend Helmut complètement par surprise, son expression se changeant en choc. Le coup de Dale est précis, faisant tomber l'épée en bois des mains du maître épéiste. Alors que Dale reprend son souffle, Helmut rit de bon cœur, le félicitant pour le bon combat. Cependant, Dale remarque astucieusement qu'un chevalier du calibre d'Helmut ne laisserait pas tomber son épée, devinant que son oncle l'a fait exprès. Helmut insiste que ce n'était pas le cas, expliquant qu'il a vraiment été surpris. Il dit à Dale qu'il a utilisé des techniques d'épée pour un vrai combat, qui aurait tué une personne normale. Helmut commente que l'escrime de Dale est si excellente qu'il est triste qu'il soit destiné à devenir mage. Il essaie de rassurer Dale en lui disant que les mages sont toujours protégés par des chevaliers d'escorte et qu'il n'a pas vraiment besoin de s'entraîner si durement au combat. Posant une main réconfortante sur l'épaule de son neveu, Helmut lui demande pourquoi il se pousse autant. S'agenouillant devant lui, Helmut soigne délicatement les mains bandées de Dale, lui disant qu'il n'est pas nécessaire de se pousser jusqu'à se blesser. Regardant ses propres mains, Dale répond fermement qu'il y a une raison. Avec un sourire confiant, il explique qu'il ne conviendrait pas au fils du duc de ne compter que sur les gardes et la magie défensive pour sa protection. Il ajoute avec un charme flatteur qu'il ne laisserait jamais passer l'occasion d'apprendre l'escrime auprès d'un des 7 maîtres d'épée les plus puissants du continent.
Helmut éclate de rire, qualifiant la réponse de Dale de magnifique et déclarant que s'il avait un fils comme lui, il n'aurait aucun regret. Dale célèbre joyeusement, heureux d'avoir reçu un tel éloge. Leur moment joyeux est interrompu par l'arrivée de la duchesse Helena, qui remarque qu'ils semblent tous deux être de bonne humeur. Dale salue chaleureusement sa mère et lui demande ce qui l'amène ici. Elle sourit, expliquant qu'elle voulait voir à quel point son fils travaillait dur et qu'elle a des nouvelles à partager. Elle demande ensuite à Dale s'il se souvient du cadeau d'anniversaire qu'il avait demandé. Dale semble pensif, essayant de se souvenir. Un flashback révèle le moment où il avait impulsivement demandé une petite sœur, laissant ses parents stupéfaits et rougissants. Le souvenir revient, et les yeux de Dale s'écarquillent de surprise. Helena, rayonnante de bonheur et posant délicatement une main sur son ventre, annonce la nouvelle. Elle dit à Dale qu'il devra bien s'occuper de son jeune frère ou de sa jeune sœur. Le choc sur le visage de Dale est remplacé par une joie pure. Il promet à sa mère qu'il prendra grand soin d'eux. 10 mois plus tard, dans une chambre richement décorée, la famille Saxon se réunit autour du nouveau membre. Dale est complètement captivé par sa petite sœur, se penchant sur le lit pour la voir de plus près. Tandis que ses parents observent, la duchesse Helena le taquine en lui demandant s'il trouve le bébé si fascinant, et Dale acquiesce. Il touche doucement la joue du bébé, s'émerveillant qu'il semble encore irréel qu'elle soit sa sœur. Il est sous le charme, pensant à quel point elle est incroyablement mignonne. Voyant l'adoration de son fils, le duc Allen lui demande s'il aimerait la tenir. Dale est complètement troublé. Sa mère l'encourage alors qu'elle place doucement le bébé emmailloté dans ses bras. Dale découvre que la tenir n'est pas aussi difficile qu'il l'avait imaginé. Le duc lui demande ce qu'il en pense, en commentant que le bébé lui ressemble beaucoup. Helena ajoute qu'il est étrange que le bébé pleure à chaque fois qu'elle la tient, mais pas une seule fois avec Dale. Remarquant qu'elle semble très heureuse dans ses bras, Dale regarde sa sœur avec une expression douce et affectueuse. Son père lui demande alors comment il se sent. L'expression de Dale devient soudainement sérieuse. Il dit à son père que bien qu'elle soit légère comme une plume, elle semble aussi incroyablement lourde. Un sourire complice illumine le visage du duc alors qu'il dit à son fils que ce qu'il ressent, c'est le poids de la vie. Il pose une main sur l'épaule de Dale, l'instruisant de ne jamais oublier ce sentiment. Juste à ce moment-là, Helena interrompt joyeusement, rappelant à Dale qu'il est temps pour sa leçon et que Sophia l'attend sûrement. La scène se déplace vers une forêt enneigée où Sophia attend son élève. Elle informe Dale que leur leçon du jour sera une pratique de combat réel. Dale, un peu nerveux, demande s'il peut vraiment se battre sérieusement contre elle. Sophia l'encourage à l'attaquer de toutes ses forces. Acceptant le défi, Dale invoque un cercle magique bleu lumineux. Sophia, enveloppée de magie aquatique crépitante, exprime son impatience de constater les progrès réalisés par son élève. Dale réagit immédiatement en lançant 2 imposants projectiles de glace acérés dans sa direction. Cependant, Sophia détruit sans effort le premier projectile, le qualifiant de trop lent, puis dévie nonchalamment le second, tenant un éclat de son sort brisé. Elle le regarde avec un sourire rusé et provocateur et le réprimande, se demandant comment un élève ose ménager son maître. Dale reste sans voix, réalisant qu'il a été complètement percé à jour. Sans voix, Dale regarde avec une expression déterminée. Sophia l'avertit de mettre rapidement une barrière avant de lancer une puissante explosion de magie aquatique sur lui. Les yeux de Dale s'écarquillent de panique alors que l'attaque se précipite vers lui. L'énergie magique frappe avec une force véritablement considérable. Dale réussit à bloquer l'attaque à la toute dernière seconde. En examinant attentivement le gantelet de glace brisé qui s'est formé autour de son bras, il réfléchit que s'il ne l'avait pas bloqué, il aurait été sérieusement blessé. Sophia, avec un sourire calme et impressionné, le félicite d'avoir formé une armure de glace en si peu de temps. Alors que l'armure de glace s'effrite, Dale reste ferme, prêt pour le prochain échange. Sophia l'encourage à venir à elle à nouveau. En réponse, Dale pose ses mains sur le sol enneigé. Concentrant sa magie, il canalise son mana et invoque un mur massif et scintillant de glace solide qui surgit du sol entre eux. Sophia est stupéfaite par l'apparition soudaine de l'immense structure. Elle se demande pourquoi il érigerait un mur de glace au milieu d'un combat. Elle remarque qu'en améliorant la structure de mana, il a considérablement augmenté la densité de la glace, la rendant incroyablement solide. Elle tend la main pour toucher le mur, se demandant pourquoi il ferait un sort défensif. Elle pense maintenant qu'il pourrait vouloir une pause. Cependant, elle sent soudain que quelque chose cloche avec le mana qui traverse la glace. En regardant de plus près, elle voit que le mur est construit avec une barrière de mana hexagonale et le reconnaît comme une formule d'explosion de givre et de fragmentation. Derrière le mur, Dale, avec une intense concentration, donne un seul ordre. Il ordonne au mur de détonner. Toute la structure explose dans un éclair aveuglant de lumière bleue. Sophia est complètement prise au dépourvu, son visage un masque de pur choc alors que l'explosion l'engloutit.
Alors que la poussière retombe, Dale se tient au milieu des décombres. Triomphant, il raconte le sort complexe qu'il vient d'utiliser. Il a condensé un mur de glace, renforçant les molécules avant de les comprimer, le transformant ainsi en une grenade puissante. Il pense que même son maître aurait eu du mal à éviter cela. Mais, alors que la brume se dissipe, sa confiance devient peur. Il aperçoit une silhouette ressemblant à Sephia, figée dans la glace. Il appelle son nom avec panique, mais la vraie Sephia apparaît à côté de la statue de glace, demandant s'il l'a appelée. Dale est surpris, réalisant que la figure gelée était une illusion. Sophia dissipe le leurre et loue la technique de Dale. Elle touche une petite coupure sur sa joue, s'émerveillant qu'un mage du premier cercle ait pu blesser un aîné de la tour de la magie. Dale s'excuse, insistant sur le fait qu'il n'a jamais voulu la blesser. À sa surprise, Sophia dit qu'elle est reconnaissante pour la blessure. Elle explique que cela montre qu'il lui a fait assez confiance pour utiliser toute sa force et, en tant que maîtresse, cela la rend très fière. Elle lui ébouriffe les cheveux avec affection, demandant comment il a créé ce sort. Dale, rayonnant, dit que c'est grâce à tout ce qu'elle lui a enseigné. Sophia le regarde avec un sourire. Plus tard, Sophia fait son rapport au duc Alan Saxon. Il remarque immédiatement la blessure sur sa joue. Sophia explique qu'elle a été imprudente en enseignant à Dale, admettant que son sort était extraordinairement tranchant. Le duc semble préoccupé, disant à Sophia qu'il lui est redevable. Sophia écarte sa préoccupation, affirmant qu'enseigner à un élève talentueux comme lui est un plaisir. Le duc dit alors qu'il a une demande de plus. Son expression devient sérieuse. Il l'informe qu'ils ont reçu des rapports d'orques traversant la chaîne de montagnes pour entrer dans leur territoire. Bien que ce soit une menace mineure, il révèle sa véritable intention. Il prévoit d'envoyer Dale dans cette bataille. La nouvelle choque Sophia, qui proteste immédiatement que Dale n'est pas prêt pour un véritable combat. Le duc Alan Saxon écarte les préoccupations de Sophia, expliquant que Dale ne sera pas en première ligne. Une aura sombre et puissante émane de lui alors qu'il déclare que défendre le territoire est le devoir juré de la maison Saxon et en tant qu'héritier, Dale doit accepter cette responsabilité. Voyant sa détermination, Sophia demande ce qu'il a besoin qu'elle fasse. L'attitude du duc s'adoucit. Il révèle son plan. Il confiera à Dale un artefact puissant de la collection de leur famille et demande à Sophia de guider son fils jusqu'à ce qu'il apprenne à maîtriser son immense pouvoir. Les artefacts sont des objets avec un pouvoir immense et une volonté propre. Ils demandent un tribut, soit en mana, soit en force vitale de leur porteur. Plus un artefact est puissant, plus il devient dangereux, et le manier peut être mortel. La scène se déplace vers Dale, son père, et Sophia marchant dans un grand couloir. Le duc déclare que la maison Saxon a depuis longtemps maîtrisé la manipulation de ces objets puissants. Lorsqu'ils arrivent à la chambre des artefacts de la famille, il se tourne vers son fils et l'informe officiellement qu'en tant qu'héritier, il doit se préparer au combat. Dale est d'abord choqué, mais sa surprise se transforme rapidement en excitation. Avant d'entrer, le duc ajoute une condition. D'abord, Dale doit apprendre à contrôler le pouvoir des ténèbres que leur famille manie. Il ouvre les portes, révélant une vaste chambre remplie d'innombrables artefacts. Dale est émerveillé. Le duc présente les artefacts du roi démon, que leurs ancêtres ont gérés depuis la conquête du domaine du roi démon. Il avertit son fils de ne jamais les comparer à des artefacts ordinaires, et Dale peut sentir le mana intense émanant de chaque objet. Le duc confirme qu'ils sont tous extrêmement dangereux et avertit strictement Dale de ne rien toucher tant qu'il n'a pas appris à les contrôler. Cependant, alors qu'il donne cet avertissement, lui et Sophia réalisent que Dale n'est plus avec eux. Le duc se retourne, paniqué, voyant que son fils est déjà dans le coffre, demandant avec exaspération où il a bien pu aller juste avant. Dale erre déjà dans le coffre, cherchant un objet approprié. Les artefacts sombres et sentients l'appellent. Un bouclier lui propose d'éliminer ses ennemis, tandis que des anneaux et bibelots promettent de l'aider à atteindre de nouveaux sommets de puissance. Dale s'arrête, sentant les artefacts résonner avec le ressentiment de sa vie passée. Avec un sourire confiant, il les rejette. Ce niveau de pouvoir n'est pas suffisant. Il a besoin de quelque chose de bien plus puissant pour sa vengeance. Il remarque alors une cape à capuche sombre drapée sur une vitrine. Il la reconnaît comme une cape d'ombre, un artefact de premier ordre utilisé par le duc Bertha de l'armée du roi démon. Il a la capacité terrifiante de donner forme aux ombres, rendant son porteur un adversaire redoutable. Sans réfléchir, Dale décide de l'essayer, juste au moment où il le glisse sur ses épaules. Son père et Sophia le trouvent, criant son nom avec inquiétude. Mais il est trop tard. Des vrilles sombres jaillissent de la cape, s'enroulant autour de Dale. Il est entraîné dans un vide sombre, où une voix puissante résonne à plusieurs reprises, criant qu'elle a faim. Ce n'est pas une ombre ordinaire. Son précédent porteur pouvait commander les ténèbres comme une entité vivante. Pour le contrôler, le nouvel hôte doit forcer la créature de l'ombre à se soumettre complètement.
Prenant conscience de cela, Dale fait face au défi avec un sourire déterminé. En réponse, une créature monstrueuse de pure obscurité descend sur lui pour commencer l'épreuve des volontés. Alors que la créature d'ombre monstrueuse descend, Dale concentre sa volonté en dehors du vide. Le duc, Alan et Sophia regardent le manteau d'ombre envelopper Dale complètement, formant une sphère massive de pure obscurité. Le temps passe, et l'inquiétude du duc grandit. Il explique à Sophia que si l'épreuve se poursuit, Dale risque de perdre la raison et d'être dévoré par la créature de l'ombre. Alarmée, Sophia demande ce qu'il pourrait faire pour l'aider. Le duc déclare qu'ils devront extraire Dale de force. Cependant, au moment où il s'apprête à intervenir, la sphère sombre pulse violemment. Dans une explosion retentissante, les ombres se dissipent, révélant Dale debout, au centre, indemne. Maintenant vêtu du manteau d'artefact, il émerge calmement de l'obscurité et répond à l'appel de son père. Sophia se précipite à ses côtés, lui demandant avec anxiété s'il va bien. Dale la rassure, disant qu'il va bien, ajoutant avec un sourire joyeux que l'épreuve n'était qu'une légère piqûre. Son attitude décontractée laisse Sophia stupéfaite. Elle ne comprend pas comment il peut être si indemne. Elle se demande comment un enfant peut gérer la pression mentale de maîtriser un artefact si malveillant. Ayant conquis son premier artefact du roi démon, Dale se tourne vers son père avec un regard lumineux et innocent. Il demande s'il peut essayer les autres artefacts également. La demande absurde laisse le duc et Sophia sans voix. Après un long soupir, le duc donne à contre-cœur son autorisation. Fou de joie, Dale le remercie et se précipite pour continuer son exploration, un processus qui prendra toute la journée et la nuit. Quelques jours plus tard, sur le terrain d'entraînement de la famille ducale, Helmut regarde son neveu avec une expression choquée et inquiète, lui demandant si l'infâme artefact que Dale porte est vraiment la cape de l'ombre. Dale confirme joyeusement qu'il est toujours inquiet. Helmut lui rappelle que l'artefact est réputé pour être incroyablement difficile à contrôler. Dale écarte négligemment les inquiétudes de son oncle, expliquant qu'à part une légère sensation de picotement, il n'y a rien de grave. Dale propose ensuite une explication fantaisiste, suggérant que peut-être la cape s'est simplement sentie seule. Pour démontrer, une petite créature d'ombre aux dents pointues émerge de l'obscurité à ses pieds. Dale prétend que la cape s'accroche à lui, voulant peut-être simplement être ami. Helmut éclate de rire face à cette idée complètement absurde, disant à son cher neveu qu'il est vraiment bien trop bon. Alors qu'il rit, la créature d'ombre semble pousser un cri indigné. Avec un sourire fier, Dale remercie son oncle pour le compliment, puis marche nonchalamment sur la tête de la créature de l'ombre. Ayant réglé la question, Dale dit à son oncle qu'il a une demande, un véritable match d'entraînement comme pratique de combat. Une proposition qui surprend Helmut. La surprise du maître d'épée se transforme rapidement en une excitation ravie. Il accepte avec enthousiasme, son corps étant imprégné d'une puissante aura bleue, devant l'immense. L'aura de l'un des 7 maîtres épéistes du continent, Dale ressent une vague de pression. Helmut, remarquant son appréhension, lui offre un sourire rassurant et promet de l'affronter en utilisant uniquement l'escrime de base sans aura. L'expression de Dale se durcit. Il se demande si son oncle veut vraiment lui faire des concessions, sachant qu'un chevalier doit toujours combattre sincèrement. Cependant, il a un agenda caché. Des ombres surgissent du sol, révélant sa vraie intention. L'entraînement est une chance de pratiquer l'utilisation de la cape d'ombre en combat réel. La force des armes qu'il crée avec ces créatures d'ombre montrera la vraie valeur de l'artefact, rendant ce combat un test essentiel. Avec son plan en place, Dale lance sa première attaque. Une ruée de lames d'ombre, envoyant une volée de projectiles sombres et tranchants vers son oncle. En réponse, Helmut balance simplement son épée massive dans un arc puissant, brisant l'attaque par la seule force brute. Dale ne peut que regarder, stupéfait et émerveillé par l'incroyable puissance de son oncle, réalisant qu'il a détruit l'attaque magique uniquement par sa force physique. Impressionné, Helmut laisse échapper un rire tonitruant, louant l'excellent coup. Il annonce alors que c'est son tour et se précipite en avant. Avec une vitesse incroyable, Dale esquive habilement le premier coup de son oncle et contre-attaque immédiatement, manipulant les ombres de sa cape pour entourer Helmut. Une rafale de pointes d'ombre acérées jaillit du sol, visant à piéger le maître d'épée. Helmut, cependant, reste impassible. Il trouve l'attaque surprise fascinante et saisit simplement l'une des pointes avec son gantelet, l'arrêtant avec aisance. Dale est choqué par la force brute de son oncle. Helmut saute alors en hauteur, abattant son épée massive dans un coup aérien dévastateur. Dale est obligé de créer un bouclier d'ombre pour bloquer le coup puissant. L'impact est immense, envoyant Dale glisser en arrière et fissurant le terrain d'entraînement. Helmut atterrit, choqué que son neveu ait bloqué une attaque qui pourrait briser des épées ordinaires en deux. Dale réalise alors la grande différence de puissance entre une arme ordinaire et l'artefact qu'il utilise maintenant. Helmut, motivé, demande 10 échanges de plus et ils s'affrontent encore. Observant depuis la ligne de touche, les chevaliers murmurent d'incrédulité. Ils notent qu'aucun n'avait jamais tenu plus de 2 échanges contre le capitaine Helmut.
Ils ressentent un écart de compétences énorme entre eux et le jeune maître Dale. Quelques jours plus tard, la nuit du déploiement, la duchesse Helena tente encore de faire changer d'avis son fils. Elle dit à Dale qu'elle parlera à nouveau à son père, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas le laisser aller dans un endroit aussi dangereux. Dale, se tenant à côté d'elle alors qu'elle tient sa petite sœur, essaie de rassurer sa mère, lui rappelant que son père et son oncle Helmut seront là pour le protéger. Helena reste profondément inquiète. L'expression de Dale devient sérieuse. Il dit à sa mère qu'il doit devenir plus fort afin qu'un jour il puisse porter le poids du duché. Il caresse doucement sa sœur endormie, expliquant que lorsque ce moment viendra, il aura besoin de la force pour la protéger, ainsi que leur mère et leur père. Il conclut que c'est pourquoi il a besoin de cette expérience maintenant. Levant les yeux vers sa mère avec sincérité, Dale la supplie de le laisser devenir assez fort pour la protéger. Émue, l'expression inquiète d'Helena devient un sourire affectueux. Elle cède, acceptant de le laisser partir. Avec sa bénédiction, elle dit à son fils d'aller de l'avant. Dale monte sur son cheval et promet à sa mère de revenir vite. À l'aube, dans une base militaire temporaire, les troupes sont rassemblées. Helmut informe le duc Alan Saxon que les soldats sont prêts. Le duc prend acte du rapport puis se tourne vers son fils, surprenant Dale en lui demandant de donner l'ordre de marcher. À sa place, il explique que leur fier corps de cavalerie noire sera un jour sous le commandement de Dale. Alors que son père déclare que ce sont ses chevaliers, Dale est frappé par une profonde réalisation. Ces soldats appartiennent à Dale et non à Hansung, le héros de guerre de sa vie passée. Un nouveau sens de la mission l'envahit. Ce sera sa première bataille en tant que leur chef, et il se promet à lui-même que cette fois les choses seront différentes. À l'avant, Dale comprend que le moment est venu. D'une voix forte, il lève le poing et donne l'ordre, demandant aux fières épées de la noble maison saxon de marcher en harmonie. Les chevaliers lèvent leurs armes et répondent par un rugissement tonitruant, reconnaissant l'ordre de leur jeune maître. Alors que les troupes avancent à travers la forêt, les détails de l'opération sont exposés. La force se compose de 250 cavaliers, soutenus par les élites des gardiens de l'hiver. Leur cible est une horde d'environ 1000 orques. Le plan est de frapper en premier en traversant la partie inférieure de la rivière traîtresse à débit rapide et de lancer une embuscade surprise. Le commandant admet qu'il n'y a qu'une seule manière pour leurs 250 hommes de traverser une rivière si profonde. Rapidement. À cet instant, Sophia se présente devant eux, entourée d'une douce rafale de neige magique. Elle leur demande de s'écarter, annonçant qu'elle va former un pont de glace pour eux. Dale est ravi de voir son maître, profondément touché qu'elle vienne les aider, surtout compte tenu de sa philosophie de non-violence. Avec une démonstration puissante de sa magie, Sophia gèle l'eau tumultueuse, créant un pont massif et solide de glace. En désignant sa création, elle dit aux troupes qu'elles peuvent passer. Alors que le duc et Dale commencent à traverser, Sophia leur souhaite la victoire. Le duc exprime sa gratitude. Dale se retourne vers sa maîtresse et lui dit qu'il va partir maintenant. Sophia regarde silencieusement son jeune élève s'éloigner à cheval. Une fois qu'il est parti, Sophia trouve étrange que des larmes montent à ses yeux. Avec un sourire affectueux, légèrement triste, elle réfléchit à quel point son élève l'a fait s'inquiéter. La bataille débute à la base temporaire des orques, un camp simple dans un ravin. L'attaque surprise commence quand l'unité d'archers d'élite, les gardiens de l'hiver, lance leur embuscade. Ils tirent une volée de flèches enflammées, plongeant le camp dans les flammes et le chaos. L'attaque cause des dégâts énormes, laissant beaucoup d'orques morts, mais un survivant massif pousse un rugissement furieux. Profitant du moment, Helmut ordonne au bataillon de cavalerie de charger. Les chevaliers de la cavalerie noire forment un coin et s'élancent, lances abaissées. Observant depuis une falaise voisine, le duc Alain, Saxon, Helmut et Dale regardent la bataille. Helmut demande au jeune maître ce qu'il en pense. Dale analyse intérieurement la charge avec un œil de vétéran, remarquant qu'avec leurs lances renforcées par l'aura dans la formation en lance de Keul, les orques n'ont aucune chance. Il conclut que l'attaque est à sens unique. Son père, le duc Alan, confirme que c'est la puissance dont leur cavalerie est fière. Helmut, cependant, avertit Dale de ne pas se détendre, car ce n'est que le début. Sur le champ de bataille, les orques restants forment vite une ligne défensive avec leurs boucliers. La cavalerie noire les frappe avec une force écrasante. Helmut évalue la situation, décidant qu'ils vont se retirer, se réorganiser et finir le travail avec des charges rotatives. Un signal magique est tiré, et Helmut ordonne à toutes les unités de se replier. La cavalerie commence leur retraite tactique. Le retrait laisse les orques perplexes. Alors que la cavalerie se retire, les orques voient un chevalier seul tentant de fuir et préparent leur lance. Ils transpercent le cheval du chevalier, projetant le cavalier à terre. Observant depuis la falaise, Dale affiche une expression sombre et remarque que la situation est regrettable. À côté de lui, Helmut dit froidement qu'un chevalier est à terre. Dale est troublé, se demandant pourquoi il considère l'homme comme perdu. Il est horrifié qu'une des fières épées de la maison saxon soit abandonnée, surtout qu'un grand orque s'approche du chevalier à terre avec une hache.
Incapable de contenir sa colère, Dale demande pourquoi il se contente de regarder. Le duc Alan et Helmut restent silencieux et sévères alors que l'orque charge le chevalier à terre. Dale sait qu'il n'arrivera pas à temps s'il descend à cheval. Il comprend qu'il devra percer la peau dure de l'orque d'un seul coup puissant. Il réfléchit au fait que la peau d'un orque est bien plus épaisse que celle d'autres monstres et décide qu'il doit modifier la formule standard du projectile de glace. Il intègre une formule de projectile précis pour le tir et ajoute une équation de trajectoire pour la stabilité. Avec sa nouvelle formule complétée, Dale invoque un cercle magique complexe, concentrant son mana dans un sort qu'il a nommé Ice Bolt Barret M98B. Juste au moment où l'orque lève son arme pour frapper le chevalier à terre, Dale déclenche son attaque. Un rayon de magie glacée traverse le champ de bataille, transperçant la tête de l'orque avec une précision mortelle. À ses côtés, le duc Alan et Helmut restent silencieux, stupéfaits. Le duc souligne l'incroyable précision à une distance aussi considérable. Sans la moindre hésitation, Dale éperonne son cheval et descend dans la mêlée. Helmut appelle à l'aide, mais le duc Alan l'arrête, lui disant calmement de laisser son fils faire. Le duc observe avec un sourire fier et complice, émerveillé que son fils ait pu créer une formule magique destructrice originale à un si jeune âge. Il croit que cela prouve que le monde intérieur de Dale doit déjà être presque achevé. Sur le champ de bataille, Dale évalue sa nouvelle situation, plus dangereuse. Alors que les autres orques commencent à se regrouper, il réalise qu'il est maintenant confronté à deux problèmes. Il voit que le chevalier à terre est encore en train de se remettre, paralysé par la panique. Il reconnaît également que sa formule de sort puissant est trop longue pour un combat rapproché. Il sait qu'il doit raccourcir sa magie, comme simplifier une équation mathématique. Alors que l'orque suivant charge, Dale formule une nouvelle version plus rapide de son sort. Prenant conscience qu'il a besoin d'un sortilège plus rapide, Dale simplifie sa formule magique. Convaincu que cela sera suffisant, il libère sa création avec un sourire plein de confiance. Un sort qu'il nomme balle de glace. Tandis qu'un orque charge le chevalier effrayé, Dale lance son sort depuis son cheval. Le projectile glacé frappe la tête de l'orque. Une pluie de sang. Le corps décapité s'effondre devant le chevalier stupéfait. Il lève les yeux, incrédule, reconnaissant son jeune maître et se demandant pourquoi Dale prendrait un tel risque pour lui. Dale descend tranquillement de cheval et dit au chevalier de ne pas s'inquiéter. Avec un sourire apaisant, il affirme que la maison Saxon n'abandonne jamais une épée fidèle. Le chevalier est touché, mais leur moment est interrompu alors que d'autres orques attaquent. Impassible, Dale élève la main et une énergie violette extrêmement puissante se rassemble. Il libère le pouvoir contenu dans sa cape d'ombre, lançant un sortilège nommé Lame de l'ombre. Un torrent de vrilles sombres et acérées jaillit du sol, tranchant sans le moindre effort les orques qui chargent. Avec un sourire sombre et satisfait, Dale donne un ordre final et glaçant pour que les ombres les consument. Un orque survivant regarde, confus, avant qu'un vortex massif de pure obscurité n'apparaisse et ne l'engloutisse complètement. Les ombres du manteau de Dale sont impitoyables. Un tentacule sombre décapite proprement un orque, tandis qu'une autre créature de l'ombre mord un second, laissant le dernier orque trembler de terreur. Dans une scène macabre, les ombres dévorent complètement leurs victimes, ne laissant derrière elles qu'un squelette propre. Dale se tourne vers le dernier orque terrifié et le salue avec un sourire joyeux. Il tire nonchalamment une autre balle de glace, éliminant la menace finale avant d'essuyer une éclaboussure de sang sur sa joue. Il se tourne vers le chevalier secouru et déclare que c'est fait. Le chevalier, encore sous le choc, ne peut que bégayer le nom du jeune maître. Il admet que ses jambes ne bougent pas et Dale lui sourit légèrement forcé. Décidant d'une approche directe, il soulève sans effort l'homme adulte dans ses bras, annonçant avec un sourire éclatant qu'ils ont réussi. Juste à ce moment-là, Helmut arrive avec le reste de la cavalerie noire. Dale fixe son oncle et déclare qu'il lui confie le reste. Inspiré, Helmut commande au bataillon de cavalerie de lancer une charge à pleine vitesse. Avec un nouvel élan, les chevaliers passent en trombe, criant leur loyauté farouche envers la maison Saxon et leur jeune maître, Dale. Peu après, de retour au camp des Saxons, la soumission des orques est déclarée réussie. Le duc Alan Saxon convoque son fils dans sa tente et dit à Dale qu'il a quelque chose à lui demander. Avec une expression sévère, il exige de savoir pourquoi Dale s'est précipité seul dans les lignes ennemies, se demandant pourquoi il ferait quelque chose d'aussi incroyablement imprudent. Dale est troublé par le reproche sévère, se demandant pourquoi il est réprimandé après avoir sauvé une vie. Dans l'attente de commandement, le duc Alan demande fermement une explication. Dale répond respectueusement qu'il accomplissait son devoir futur, rappelant à son père que les chevaliers étaient les hommes qu'il dirigerait un jour. Le duc n'est pas impressionné et qualifie son raisonnement de faible. Dale est surpris, car il avait toujours su que son père chérissait ses chevaliers. Rassemblant son courage, Dale demande à son père pourquoi il est resté là à regarder son chevalier mourir. Le duc explique la dure réalité de leur domaine. Il fait face à des menaces constantes de monstres et les chevaliers ne peuvent pas se permettre de se battre en espérant être secourus. Dale insiste.
espérant que son père sauverait un chevalier loyal. La réponse du duc est nette. Il réprimande Dale, expliquant qu'en se précipitant pour le secourir, il a implanté une idée dangereuse dans l'esprit des soldats. La croyance que quelqu'un viendra les sauver. Il demande combien de chevaliers avec cet état d'esprit dépendant pourraient survivre au combat. Le duc explique ensuite le vrai devoir de leur famille. Leurs chevaliers doivent sans cesse aiguiser leurs lames et se pousser jusqu'à leur limite absolue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il interviendra personnellement en tant que leur seigneur. Cela, déclare-t-il, est le noble fardeau que leur famille doit porter. Dale écoute, admettant que la vérité froide et logique de son père est juste, un fait qu'il avait oublié dans sa nouvelle vie. Alors que Dale assimile la leçon, l'attitude de son père s'adoucit. Posant une main sur l'épaule de son fils, le duc dit qu'il est impressionné par la volonté de Dale et l'encourage à ne jamais perdre cet esprit. Dale comprend et salue respectueusement. Une fois la leçon terminée, le duc dit à son fils qu'il est temps de retourner au château. L'histoire de Dale sauvant le chevalier devient un sujet de commérage populaire, rapidement amplifié au point que les gens prétendent qu'il a tué à lui seul Milorc. Trouvant l'histoire très embarrassante, Dale essaie de cacher son visage rougissant. Cet incident, cependant, insuffle une nouvelle énergie au duché. Quelques jours après, sur le terrain d'entraînement, Dale est accueilli par une rangée de chevaliers agenouillés, le saluant avec un grand respect. Gêné, il leur dit que ce n'est pas nécessaire. C'est alors qu'Helmut apparaît avec un large sourire, disant fièrement à son neveu de se tenir droit. Il rassemble les chevaliers, déclarant qu'ils doivent tous devenir plus forts pour leur jeune maître, et ils rugissent d'accord. Dale ne peut que regarder leur dévouement intense avec un sourire gêné. Une servante annonce que les invités de la maison Orhard sont arrivés, et Helmut se prépare à escorter Dale pour les rencontrer. Dale sait qu'il s'agit d'un invité spécial. La maison Orhard, dirigée par l'épée divine Bardel, était une maison noble du royaume désormais déchu de Teutonia, détruite pendant la guerre de l'Empire. Dale remarque un changement chez son oncle, devinant que Helmut se remémore l'épée divine, celui qui l'a guidé vers la chevalerie. Sachant que la rencontre pourrait être tendue, Dale et Helmut jettent un œil dans la salle du trône. À l'intérieur, le duc Alan et la duchesse Helena sont assis. Un domestique annonce les invités et le duc demande à Dale et Helmut de les accompagner. Une femme en tenue formelle avec un chapeau voilé entre avec une jeune fille blonde. La femme se présente comme Vanessa Orhart et salue humblement le duc saxon. Vanessa présente ensuite sa fille, Charlotte Orhart. La jeune fille affiche une expression féroce et défiante. Dale est perplexe face à la tension soudaine. Charlotte confronte sa mère avec colère, lui demandant pourquoi elle s'incline devant eux, mais Vanessa essaie de la faire taire. Cependant, le duc Allen intervient calmement, montrant de la compréhension pour ce que Vanessa a enduré. Pour désamorcer la situation, il demande à Dale d'escorter Lady Charlotte autour du château. Dale accepte poliment. Suivant la demande de son père, Dale s'approche de Charlotte avec un sourire poli, lui tendant la main. Alors qu'il l'invite à l'accompagner, son expression se durcit. Dans un cri furieux, elle repousse sa main en lui disant de ne pas la toucher. Dale est déconcerté par cet éclat hostile. La scène soudaine choque tout le monde dans la salle du trône. Mortifiée, Vanessa se précipite vers sa fille, la réprimandant et exigeant qu'elle s'excuse. Ignorant sa mère, Charlotte pousse un cri de frustration et sort en courant de la salle du trône, claquant la porte derrière elle. Dans le silence tendu, Vanessa s'excuse pour le comportement de sa fille, expliquant que des événements récents l'ont rendue instable. Une duchesse inquiète, Helena, demande ce qui s'est passé. Vanessa explique la détresse de sa fille. Un nouveau surveillant, le comte Brandenburg, connu sous le nom de roi cochon, a été assigné à leur territoire. Elle explique que dans sa quête tordue d'un héritier, le comte s'en prend à tout épéiste talentueux. Vanessa révèle avec angoisse que cette obsession vile s'est étendue même à sa jeune fille, Charlotte. Elle a à peine réussi à s'échapper avant qu'il ne puisse la toucher. Mais le souvenir d'une telle horreur ne s'efface pas facilement. Le duc et la duchesse écoutent avec des expressions solennelles. Vanessa conclut en déclarant qu'en tant que noble déchu, son pouvoir est limité. Elle implore le duc d'accepter sa fille comme servante de la maison saxonne afin que Brandenburg ne puisse plus jamais la toucher. Pendant ce temps, Dale trouve Charlotte sur le terrain d'entraînement ducal. Il l'appelle et elle se retourne, toujours l'air contrarié. Dale lui demande si elle sait où elle va, ce à quoi elle répond avec défi qu'elle s'en fiche. Il lui demande alors avec un sourire amical si sa main va bien. Elle confirme que ça va malgré la gifle. Alors qu'elle se détourne, il remarque qu'elle a l'air d'avoir pleuré et pense que malgré son comportement peu amical, elle n'est encore qu'une enfant contrariée. Soudain, toute son attitude change. Ses yeux brillants de détermination alors qu'elle dégaine rapidement son épée. Elle déclare qu'ils devraient s'affronter et ordonne à Dale de la maison Saxon de dégainer son épée. Dale est complètement stupéfait par le défi soudain et agressif. Debout sur le terrain d'entraînement enneigé, Charlotte pointe son épée verdée et exige qu'il se batte contre elle. Cependant, Dale répond avec un sourire narquois, lui disant qu'il a besoin d'une raison. D'abord,
Il la taquine en mentionnant l'histoire incroyable de l'homme qui a massacré 1000 orques pour sauver un seul chevalier. Charlotte n'est pas amusée. Elle déclare son intention de le vaincre, lui qui est dit être inégalé, et de prouver au monde qu'elle est plus forte. Ce faisant, elle croit qu'elle pourra alors prouver qu'elle est capable de protéger sa maison contre cet homme. Lorsque Dale demande qui, elle nomme son plus grand ennemi, le comte de Brandenburg, le saint épéiste. Le nom frappe Dale comme un coup. Une fureur pure l'envahit alors qu'il se souvient de Brandenburg comme le chien de l'Empire qu'il a trahi et assassiné dans sa vie antérieure. Il est furieux d'entendre son nom ici. Cependant, son esprit stratégique prend le dessus. Réalisant qu'ils partagent le même objectif, il voit Charlotte comme une alliée précieuse, mais d'abord, il décide qu'elle a besoin d'une dose de réalité. D'un mouvement rapide, il écarte son épée avec désinvolture. Il s'éloigne ensuite vers un tonneau d'épée d'entraînement, la laissant perplexe. Il prend une épée courte et se retourne avec un sourire condescendant, lui disant qu'elle n'est qu'une enfant qui ne sait rien. Il lance alors un défi, l'invitant à l'attaquer de toutes ses forces. Enragée, Charlotte serre les dents et dit qu'elle avait déjà l'intention de le faire. Elle charge en avant, sa rapière brillant d'une aura verte, alors qu'elle lance une frappe puissante. À sa grande surprise, Dale bloque facilement le coup avec son petit épée d'entraînement. Leurs lames s'entrechoquent à nouveau avec une force incroyable. De plus en plus furieuse, Charlotte lance une rafale d'attaque implacable, mais Dale bloque calmement et habilement chaque coup. Alors qu'ils se battent, Dale analyse sa technique. Il remarque son habileté, observant qu'elle dévie ses contre-attaques avec des mouvements précis du poignet et qu'elle canalise même une aura légère. Il réalise qu'elle utilise ce pouvoir pour compenser, lui permettant de manier une rapière trop grande et lourde pour sa petite taille. Le duel continue. Un chevalier accumule de l'aura pour dépasser les limites humaines. Leurs lames s'entrechoquent dans une explosion d'énergie, envoyant les deux combattants glisser en arrière. Dale est impressionné, reconnaissant Charlotte comme une véritable chevalière. Sentant un avantage dans la pure escrime, Charlotte sourit avec confiance et renouvelle son assaut, se fendant avec une estocade précise que Dale dévie de justesse. Elle profite de son avantage, se précipitant avec une attaque puissante. Avec son aura crépitante, elle croit avoir le dessus. Un flashback révèle la source de sa détermination farouche. Son père, le grand épée divine, était parti à sa naissance, mais sa mère lui racontait des histoires de son héritage. Elle lui a inculqué le devoir profond de protéger leur maison en son lieu et place. Même lorsque leur royaume est tombé, son entraînement n'a jamais cessé dans le présent. Ce souvenir alimente sa frustration. Elle met toute sa force et son aura dans ses attaques, se demandant pourquoi ce garçon peut si facilement arrêter chaque mouvement. Elle sent que quelque chose ne va pas, alors que Dale continue de dévier ses coups sans effort. Elle charge une dernière fois, poussant un cri désespéré en se précipitant en avant. Dale, cependant, part facilement son attaque, et d'un seul contre-attaque, frappe son épée, la faisant sortir de sa main. Complètement vaincue, Charlotte s'effondre à genoux dans la neige, son épée plantée dans le sol à proximité, et demande désespérément pourquoi elle ne peut pas gagner. Dale fournit une réponse simple et écrasante. C'est parce qu'elle n'est pas l'épée divine lui-même. Il adoucit son ton, lui disant que sa fierté en tant que sa fille n'est pas mal placée. Cependant, il lui livre la dure vérité. Dans son état actuel, elle ne peut pas protéger sa maison du comte Brandenburg. Les mots touchent juste, et des larmes coulent sur le visage de Charlotte alors qu'elle admet que le saint épéiste est des dizaines de fois plus fort qu'elle. Levantant les yeux vers Dale avec des larmes aux yeux, elle lui demande ce qu'elle est censée faire. En réponse, Dale fait une déclaration solennelle. Lui, Dale de la maison Saxon, jure sur le nom de sa famille de devenir le protecteur de la maison Orhart. Charlotte ne peut que le regarder, stupéfaite et complètement déconcertée par son vœu inattendu. Tenant le fleuret de Charlotte, Dale lui fait une promesse solennelle. Il déclare que jusqu'au jour où elle deviendra assez forte pour vaincre le comte de Brandebourg elle-même, lui et toute la maison Saxon agiront comme son bouclier. Toujours agenouillée, Charlotte interroge Dale sur les raisons qui le poussent à agir de la sorte. Dale lui tend son épée et répond simplement que c'est parce que son épée mérite cet engagement. Il lui impose alors une condition en lui demandant de jurer de devenir une épée pour lui et pour la maison saxonne. Essuyant les larmes de ses yeux, Charlotte considère son offre. Après un moment, un léger sourire apparaît sur son visage alors qu'elle accepte. Se demandant comment elle pourrait refuser une telle offre, elle prend son épée et s'agenouille devant lui. Faisant son propre vœu. Elle, Charlotte Orard, jure sur son honneur de chevalier. Bien que cela ait pu sembler être une promesse enfantine, la détermination derrière leurs mots était suffisamment forte pour être considérée comme un véritable vœu. Scellant leur pacte sur le terrain enneigé. Plus tard, dans le bureau du duc, la question est réglée. À la demande de Lady Vanessa, Charlotte devient officiellement servante de la maison Saxon. Le duc Alan Saxon note avec surprise que son fils a accepté la situation. Sans hésitation, il demande à Dale ce qui s'est passé entre lui et la fille. Dale explique qu'ils ont fait une promesse et qu'il a invoqué le nom de la maison Saxon, jurant de protéger la maison Orhard.
L'expression du duc s'assombrit. Il demande sévèrement à son fils s'il a invoqué le nom de leur famille par simple pitié. Dale répond fermement que ce n'est pas le cas. On demande à Dale ce qu'il souhaite réellement obtenir par un tel vœu. Avec un sourire confiant, Dale explique son raisonnement stratégique. Il souligne que Charlotte est la seule descendante de l'épée divine et qu'elle possède un talent exceptionnel. En prêtant un nouveau serment ensemble, il a assuré un atout puissant pour l'avenir. Ce qu'il cherche vraiment, déclare-t-il, c'est une nouvelle épée divine qui sera un jour brandie au profit de leur duché. Le duc Alan est visiblement surpris par la prévoyance et l'ambition de son fils. Sa surprise se transforme rapidement en un sourire fier et satisfait, alors qu'il se contente de dire « bien ». Dale est ravi, sachant qu'il a réussi. Il pense qu'avec le dernier de la lignée de l'épée divine désormais sous leur toit, il a porté un coup dur à ce salaud de Brandenburg. La scène se déplace ensuite à Malbourg, la capitale de l'ancien royaume de Teutonia. À l'intérieur du château du comte de Brandenburg, le comte est en colère, brisant un verre de vin sur son bureau. Il exige furieusement de savoir comment cet imbécile arrogant de duc saxon a osé agir le premier et prendre Charlotte. Un subordonné s'excuse timidement. Brandebourg frappe du poing sur le bureau, criant à ses hommes qu'ils sont des idiots incapables de capturer une seule petite fille. Le subordonné dit qu'ils ont envoyé des assassins, mais tous ont été tués avant d'atteindre le domaine des Saxons. Il ajoute qu'il pense que Charlotte Orhart elle-même les a repoussés. Dégoûté, Brandenburg renvoie ses hommes comme étant inutiles. Avec un profond soupir, il se dirige vers une épée magnifique exposée dans son bureau, posant une main sur son pommeau et se remémorant les bons moments. Un flashback montre son passé traître poignardant Hansung dans le dos. Dans le présent, il tient l'épée sacrée du Rendal et lui demande si elle est d'accord. Avec une expression troublante et lubrique, il appelle Charlotte, sa charmante fiancée, et dit à son épée d'attendre un peu plus longtemps. Il lèche la lame et jure qu'il obtiendra l'héritier parfait pour hériter de l'épée, quoi qu'il en coûte. Se retournant vers son subordonné, Brandenburg donne un nouvel ordre impitoyable. Il lui ordonne de contacter la guilde des voleurs et d'envoyer leurs hommes sur le territoire du duc. Avec un sourire sinistre, il dit à l'homme de les payer quoi qu'il demande et de lui amener cette misérable fille Charlotte. Une semaine s'est écoulée depuis que Charlotte a prêté serment. Après s'être adaptée à sa nouvelle vie, elle a enduré une formation intense de femme de chambre et a intégré des séances d'entraînement quotidien avec Dale dans sa routine. Sur le terrain d'entraînement, Helmut arbitre, demandant si tous deux sont prêts. Dale répond avec assurance, bien sûr, tandis que Charlotte émet un grognement déterminé. Avec un sourire, Helmut leur ordonne de commencer. Leurs épées s'entrechoquent immédiatement. Dale sourit, maniant habilement deux épées courtes. Tandis que Charlotte rencontre son coup sérieusement, Dale déclenche une rafale rapide de coups, mais Charlotte les bloque tous avec adresse. Helmut observe silencieusement, se demandant si c'est un duel d'enfants. Il pense que, même s'ils ne sont pas encore au niveau des chevaliers, leur intention de tuer et leur rapidité sont remarquables. Ils continuent leur échange rapide, leurs mouvements se floutant. Soudain, Dale emploie une ruse, utilisant son manteau pour cacher son épée. La feinte surprend Charlotte, sa surprise devient colère. Alors qu'elle s'apprête à attaquer, Helmut surgit entre eux, saisit son poignet et arrête sa lame à quelques centimètres du visage de Dale. Il leur dit calmement que c'était un excellent travail. Helmut félicite Charlotte, mais elle rejette cela comme un compliment vide. En demandant ce qui lui manque, Helmut lui demande si elle connaît la véritable essence du fleuret. Elle répond que c'est l'estoc. Non, réplique Helmut sèchement. Il explique que la véritable essence de l'arme réside dans le jeu de jambes. Il analyse les derniers instants de leur duel, soulignant que Dale a esquivé son estoc et a réduit la distance. À ce moment-là, elle aurait dû élargir l'écart et attendre une nouvelle ouverture. Il continue, expliquant que plus elle plie et tend son bras avec un fleuret, plus la lame tremble et la précision de la pointe diminue. Avec une expression sérieuse, Helmut assène son coup final. Une évaluation directe, elle devra reconstruire ses bases depuis le début. La critique sévère laisse Charlotte choquée et indignée. Helmut continue en lui disant qu'il a remarqué que sa posture et son jeu de jambes sont peu raffinés. Charlotte rétorque qu'elle n'a jamais eu de véritable professeur. Helmut déclare qu'il est là maintenant et qu'il a l'intention de corriger sa posture étrange. L'insulte met Charlotte en colère et elle crie en protestation tandis que Dale tente de la calmer. Helmut rit en taquinant qu'elle est si mignonne qu'il n'a pas pu résister. Pendant qu'il se chamaille, Dale réfléchit à son potentiel, se demandant à quelle vitesse elle progressera sous la tutelle d'un maître d'armes et réalisant qu'il doit continuer à se dépasser. La scène se déplace vers l'entraînement magique de Dale, expliquant le processus difficile de construction d'un cercle de mana qui peut prendre des décennies pour la plupart des mages. Cependant, Dale a progressé à un rythme étonnant. Sophia, son maître, demande avec incrédulité s'il a déjà complété son deuxième cercle, ce qu'il confirme. La puissance d'un cercle de mages est mesurée en RPM. Un mage de premier cercle typique a environ 300 RPM.
Le premier cercle de Dale atteint un impressionnant 2000 RPM et son second est à 400 RPM. Comme le minimum pour un nouveau cercle est de 300 RPM, il peut déjà commencer à créer un troisième. Décidant d'expérimenter, Dale se concentre sur l'amélioration de son sort de balle de glace. Il prévoit de renforcer les liaisons moléculaires du projectile pour accroître sa masse et sa dureté, puis projeter un canon magique pour améliorer sa rotation et sa vitesse. Il cible un arbre éloigné et libère sa toute nouvelle création. La balle de glace perforante, ce projectile intensément suralimenté, fend l'air avec force, anéantissant totalement l'arbre dans une explosion colossale d'énergie glaciale. Sophia et Dale se tiennent devant le gigantesque cratère et elles se demandent ce qui vient de se passer. Dale note intérieurement l'augmentation significative de la puissance, réalisant l'influence d'un cercle de mana supplémentaire. Sophia sourit chaleureusement et le félicite, en commentant qu'il apprend incroyablement vite. Dale répond humblement que c'est grâce à elle. Ces mots font marquer une pause à Sophia, et elle le regarde avec tendresse. Elle réfléchit à ses actions, du sauvetage nocturne à la gestion avec Charlotte. Elle remarque qu'il utilise toujours sa grande force pour les bonnes raisons. Elle admet qu'il lui fait parfois peur, mais qu'il inspire une confiance encore plus grande. Submergée par la fierté, elle serre soudainement son jeune élève dans une étreinte chaleureuse, lui disant qu'il est vraiment son élève dont elle est fière. L'étreinte inattendue prend Dale par surprise, et il rougit furieusement. Son esprit mature de sa vie passée panique face au contact, se plaignant intérieurement de la situation gênante. À l'aube, dans la cour ducale, Dale se tient seul, encore troublé par l'étreinte de Sophia. Il pense qu'elle l'a surpris et se demande si elle le voit simplement comme un enfant. Secouant cette pensée, il se dit de se concentrer sur son entraînement. Il invoque un immense mur de glace dentelé comme cible. Il formule ensuite un nouveau sort, une variation de sa balle de glace conçue pour fonctionner comme une décharge de fusil à pompe. Balle de glace calibre 12, chevrotine 00. Il tire et le projectile principal se brise en petites balles qui criblent le mur de glace. Les projectiles glacés ricochent ensuite vers lui. Impassible, il invoque calmement un bouclier magique hexagonal pour les bloquer. Satisfait, il prend mentalement note d'essayer de l'adapter en une balle unique ensuite. Soudain, une voix appelle son nom. Il se tourne pour voir Charlotte émerger des arbres enneigés. Elle remarque qu'elle a trouvé l'endroit où il s'entraîne. Dale lui demande si elle s'est également entraînée et elle confirme, expliquant qu'elle a pratiqué les mouvements de pied que Sœur Helmut lui a enseignés. Dale remarque qu'elle aime apprendre l'art de l'épée, ce qui la surprend avant qu'elle n'acquiesce. Elle hésite ensuite, tentant d'aborder ce qui s'est passé avant. Après un moment, elle s'excuse pour son comportement, disant qu'elle a réalisé combien elle avait été impolie. Dale acquiesce, affirmant qu'elle a vraiment été assez impolie, un commentaire qui la surprend et la laisse silencieuse. Il arbore alors un large sourire joyeux et lui dit qu'il va lui pardonner cette fois. Il lui dit aussi de ne pas être si formelle. Soulagée, elle accepte joyeusement. Ils se tiennent ensemble dans la forêt tranquille et enneigée. Charlotte commente qu'elle aime vraiment le temps qu'il fait là-bas. Elle explique qu'elle peut manier son épée tard dans la nuit et que l'air frais la rafraîchit immédiatement. Dale écoute attentivement et Charlotte sourit, trouvant agréable que quelqu'un d'autre ressente pareil. Un doux sourire apparaît aussi sur le visage de Dale, et tous deux partagent un moment calme et paisible dans le paysage hivernal. Charlotte remarque à quelle vitesse le temps passe depuis le château ducal. Le duc Alan et la duchesse Helena les observent, le duc notant à quel point leur fils a grandi. Helena est d'accord, pensant qu'ils sont parfaits ensemble. Avec des sourires affectueux, ils conviennent de les surveiller, Helena croyant qu'il est du devoir d'une mère d'aider son fils à suivre ses vrais sentiments. Peu après, la scène se déplace vers les bas-fonds de la ville. Dale dit que sa mère, Helena, aide souvent les sans-abri, leur donnant de la nourriture, des produits essentiels et les aidant à trouver du travail. Il ajoute que depuis cette année, lui et Charlotte ont commencé à l'aider. Lors d'une visite, un garçon désespéré se précipite vers Charlotte, la suppliant de l'aider. Il explique en larmes que sa mère est en grand danger et la supplie de venir avec lui. Inquiète, Charlotte accepte et suit le garçon, avec Dale juste derrière. Dale, cependant, est immédiatement méfiant. Il se rend compte qu'ils ont été éloignés de leur chevalier d'escorte dans un dédale de ruelles. Le fait que le garçon ait spécifiquement demandé l'aide d'une enfant comme Charlotte plutôt que d'un adulte lui semble être un signal d'alarme majeur. Dale voit un homme encapuchonné sur un toit et le reconnaît comme un membre de la guilde des voleurs, envoyé par le comte de Brandenburg. Dale en déduit que leur cible est Charlotte. Trouvant le piège ridiculement évident, le garçon les conduit dans une ruelle déserte et leur dit nerveusement qu'il va chercher sa mère. Dès qu'il disparaît, plusieurs voyous encapuchonnés surgissent des ombres entourant Dale et Charlotte. Le chef aux cheveux verts demande en se moquant ce que font des enfants précieux dans un endroit si dangereux. Il dit à Dale que leurs affaires concernent seulement Charlotte et lui conseille de partir discrètement.
Dale répond avec un sourire sombre et confiant. Il se positionne de manière protectrice devant Charlotte et réaffirme son vœu solennel, déclarant que lui, Dale de Saxon, s'engage à protéger la fille de la noble maison Orhard. Le chef loue sarcastiquement la chevalerie de Dale, mais le prévient qu'il aurait dû prendre en compte les circonstances avant de faire une déclaration aussi audacieuse. Avec un sourire sinistre, le chef dit qu'il semble que Dale doive faire l'expérience de la douleur du monde alors que ses hommes dégainent leurs poignards. Alors que les voyous se préparent à attaquer, Charlotte chuchote à Dale qu'elle a laissé son épée derrière. Dale, imperturbable, s'assoit calmement et lui dit de ne pas avoir peur. Il note intérieurement que c'est l'occasion parfaite de tester une nouvelle technique d'autodéfense. Les assassins sautent alors des toits, se préparant à attaquer. Alors que les assassins sautent, un tourbillon d'énergie violette sombre jaillit de la cape d'ombre de Dale. La puissance soudaine surprend les voyous. Le chef aux cheveux verts, réalisant le danger, panique et crie à ses hommes d'esquiver. Dale est intérieurement impressionné par la réaction rapide du chef, concluant qu'il doit être un voleur de haut rang. Les assassins s'efforcent de s'échapper, mais l'un d'eux est attrapé par les ombres tourbillonnantes. Dale s'explique à lui-même qu'il s'agit d'une nouvelle technique qu'il a découverte après avoir atteint son deuxième cercle de mana, lui permettant d'implanter des créations d'ombres parasitaires dans le vent. Une créature d'ombre effrayante et dentée se matérialise et descend sur l'assassin piégé, pénétrant dans son corps et lui infligeant la non-mort de l'intérieur alors qu'il pousse un dernier cri d'agonie. Le spectacle macabre horrifie le chef et ses hommes. Les ombres autour de Dale se regroupent et deviennent un monstre mort-vivant massif, musclé, avec des yeux violets brillants et des griffes acérées. Poussant un cri terrifiant, les assassins regardent avec effroi, l'un d'eux reconnaissant la créature comme un mort-vivant tout en étant submergé par sa faim palpable. Le chef ordonne furieusement à ses hommes de tuer la créature et ils avancent à contre-cœur. Frustré, le chef décide de s'en occuper lui-même. Croyant que même le fils du duc mourra d'un coup de lame, il se lance à l'action, créant de multiples illusions qui entourent Dale dans la ruelle. Il est convaincu que personne ne peut percer ses techniques d'assassinat avancées et déclenche une volée de dagues imprégnées d'une aura verte lumineuse sur Dale, martelant. Cependant, Dale reste calme. Les ombres de son manteau s'enroulent autour de lui, formant une barrière impénétrable qui bloque sans effort chaque dague. Le chef ne peut que jurer de choc et de frustration alors que son attaque ultime est neutralisée. Alors que son attaque initiale échoue, le chef recule d'un bond. Mais Dale ne lui laisse aucun répit. Un cercle magique bleu brillant se forme à ses pieds. Il déclenche une puissante salve de projectiles de glace semblable à un fusil à pompe. Un sort qu'il appelle le double canon 12 gauge à chevrotine. La volée de balles glacées crible le corps du leader en plein vol, le transperçant à plusieurs endroits et le précipitant au sol. À une distance sûre, une Charlotte inquiète jette un coup d'œil derrière un coin, appelant le nom de Dale. L'allée est maintenant jonchée de corps, et tandis que Dale se tient au-dessus du chef tombé, sa créature mort-vivante invoquée dévore horriblement un autre assassin. Le chef cependant titube en se relevant, blessé. Dale remarque calmement pour lui-même que les utilisateurs d'aura sont robustes et ne mourraient pas d'un seul coup. Saignant de la bouche, le voleur déclare avec défi que ce n'est pas encore fini. Avant que le chef ne puisse agir, Dale libère à nouveau toute la puissance de son manteau d'ombre. Une tempête furieuse de sombres tentacules acérés éclate instantanément, tranchant les derniers voyous dans une attaque coordonnée. Le monstre mort-vivant élimine également le dernier des voyous debout, en attrapant un et le tuant avant de pousser un rugissement de faim insatiable en dévorant sa victime. Avec la bataille finie, Dale se tourne vers Charlotte. Il s'approche de l'endroit où elle est assise, ébranlée, et lui demande doucement si elle va bien. Elle confirme calmement qu'elle va bien. À ce moment-là, le seul assassin survivant tente désespérément de fuir, criant de terreur. Sans se soucier, Dale forme tranquillement une balle de glace avec son pied, la tirant avec une précision parfaite pour percer la jambe de l'homme et le faire tomber. La créature massive et non morte attrape l'homme immobilisé, qui commence à supplier pour sa vie. Dale, avec une présence calme et autoritaire, dit simplement au monstre de retourner. Alors que la créature se retire dans son ombre, le survivant terrifié propose immédiatement de tout dire à Dale. Dale s'approche de lui et lui demande s'il veut vraiment dire tout ce qu'il sait. L'homme accepte rapidement, mais Dale, jugeant qu'il n'est pas intéressé par ce qu'un voyou pourrait savoir, lève la main et tire une balle de glace fatale dans sa tête, se tenant au-dessus du corps. Il déclare froidement qu'il n'est pas particulièrement intéressé par le fait de mettre fin à la confrontation de manière décisive et impitoyable. Il déclenche une explosion magique qui achève le dernier voleur, choquant Charlotte. Il lui dit que c'est le véritable visage du duché de Saxon, mais aussi le pouvoir qui la protégera, et lui demande si elle a peur. Elle admet qu'elle a un peu peur, mais que ça va parce qu'il l'a fait pour la protéger. Elle répète son vœu. Si sa famille devient son bouclier, elle deviendra son épée. Elle le remercie de lui avoir montré un avenir et déclare qu'elle deviendra plus forte.
Il la regarde, pensant que son acceptation de Charlotte était en partie due à la culpabilité envers Ser Battle, qu'il avait tué dans sa vie passée. Son offre de devenir son épée avait une signification bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé. Pendant ce temps, dans son château, le comte de Brandebourg peste en lisant une lettre. C'est une invitation au château de Saxe, une convocation du duc noir pour le tenir responsable de la tentative d'enlèvement. Brandenburg réalise que même en tant qu'épée sacrée de l'Empire, il devait se conformer. Quelques jours plus tard, le comte Brandenburg arrive. Le duc, sur son trône avec Dale à ses côtés, l'accueille. Brandenburg répond sarcastiquement qu'il n'y a rien de plus urgent qu'une convocation du duc. Pensant en lui-même que Dale et Charlotte sont de petits rusés, le duc poursuit, notant l'inquiétude grandissante dans l'Empire à propos de la récente tentative d'enlèvement sur ses terres. Il ajoute qu'il devine pourquoi il a été convoqué, se demandant avec mépris comment lui, l'épée loyale de l'empereur, pourrait être impliqué dans une affaire aussi indécente. Alors qu'il parle, une aura sombre et dense émane du duc et se répand dans la salle. Brandenburg est stupéfait. Ses partisans demandent « Pourquoi y a-t-il du vent ?» alors que des ombres les entourent, les terrifiant. Les chevaliers appellent à l'aide, tandis que les ombres les engloutissent. Brandenburg comprend que son ordre des chevaliers de la Sainte Magdalena a été aisément vaincu. Il reconnaît la magie noire puissante que le duc saxon utilise. Un sort de haut niveau nommé Tempête de Ryle. Le duc ordonne à Brandebourg de s'agenouiller et de ne pas bouger. Brandebourg proteste furieusement. Le duc répond calmement « N'avez-vous pas entendu ?» et le prévient qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Brandenburg jure en silence alors qu'il est contraint de s'agenouiller, pensant qu'il ne s'attendait jamais à une telle humiliation. Le duc, sur son trône, rappelle qu'il a été convoqué pour la paix et menace directement, jurant de massacrer chaque membre de la famille Brandenburg si le comte nuit encore aux enfants de Saxe. Il exprime son espoir sincère que le comte prendra cet avertissement très au sérieux, puis l'invite de manière sarcastique à se réchauffer un peu. Brandenburg répond avec colère qu'il est reconnaissant pour la générosité du duc, mais qu'il lui est difficile de rester plus longtemps. Le duc le congédie. Dale observe, pensant que ce que son père vient de faire à l'un des plus fidèles partisans de l'empereur deviendra le détonateur qui ébranlera tout l'Empire, et que leur rôle sera de trancher la tête de l'épée de sainteté. Quand la nouvelle de Brandebourg s'agenouillant devant le duc noir s'est répandue, le duc était dans son bureau avec l'enseignante Sepia. Il explique que les cadavres devant elle sont les voleurs ayant attaqué Dale et confirme que Dale en est responsable. Elle remarque la scène macabre et se demande si ses enseignements à Dale étaient erronés. Il explique que pour guider le talent de Dale, ils ont besoin de sa sagesse et lui offre le poste de conseillère en chef. Choquée, Sepia réalise que cela signifie devenir membre de la famille Saxon. Il explique que Dale compte beaucoup sur elle et que le guider dépasse ses seules capacités. Elle accepte, consciente que sa tâche de comprendre comment Dale voit ce monde est désormais plus cruciale que jamais. Le temps passe et le 10e anniversaire de Dale arrive dans une somptueuse salle de banquet. Cette année, des membres de la faction de l'empereur étaient là. Parmi eux, le marquis Ulysse salue le jeune seigneur Dale, exprimant sa joie de le rencontrer. Pendant ce temps, les invités admirèrent la cuisine raffinée, louant la générosité du duc. Dale observe, pensant que ce sont les nobles centraux de la capitale impériale, le cœur de la faction de l'empereur. Il réalise que leur venue est un avertissement implicite de la famille impériale, indiquant qu'ils ne resteront pas les bras croisés face à l'humiliation du comte de Brandebourg. Devant lui se tient le messager qui comprend ce message, le marquis Ulysse. Le marquis observe Dale, disant « Alors c'est le jeune seigneur Dale » et se présente comme le seigneur Cramoisi. Dale réfléchit à l'identité du marquis, le chef de la tour de magie rouge, dont les mages suivent l'esprit du pouvoir et roi prévalant dans l'Empire. Il se souvient de sa vie passée où il a subi des modifications magiques forcées de leur part. Le marquis Ulysse s'adresse à Dale, disant qu'il a entendu parler du génie miraculeux de la famille ducale et mentionne les rumeurs selon lesquelles Dale, à seulement 9 ans, aurait anéanti une horde d'orques pour protéger un des chevaliers de la famille. Dale le remercie poliment et lui souhaite de passer un agréable moment. Il s'éloigne en pensant combien il est épuisant de recevoir des félicitations d'anniversaire de cette manière chaque année. Il préférerait s'entraîner avec Charlotte, mais son rôle officiel de demoiselle d'honneur l'en empêche. De plus, il serait risqué pour la fille du dieu de l'épée d'être vue pratiquant l'escrime. Soudain, il entend un cri et la voix d'un homme ordonnant à une servante de ne pas bouger. Dale suit le bruit et trouve un homme en train d'attaquer une servante qui est au sol, le suppliant de la laisser tranquille, lui rappelant qu'elle sert la maison saxon. L'homme corpulent lui crie dessus, se demandant comment une simple servante ose prononcer le nom de la famille du duc. Il se plaint qu'il vaut mieux s'amuser avec une fille que de perdre son temps à la fête et menace de l'égorger si elle résiste. Alors que l'homme ordonne à la servante de se soumettre, Dale intervient en demandant froidement « Que pensez-vous faire ?» L'homme, Pietro, est choqué et essaie de s'en sortir en demandant impoliment à Dale s'il a déjà profité d'une femme puisqu'il est encore jeune.
Il propose de lui enseigner personnellement, tout en tenant la servante tremblante Eve et en la menaçant avec un couteau. Dale ignore sa provocation et rassure Eve de ne pas s'inquiéter. Il pense que, dans une société de classe, Pietro n'imaginerait jamais qu'il, un noble, l'attaquerait, lui, un invité impérial. Il exploite cette hésitation et lance un sort de glace, touchant Pietro. Pietro tombe et Dale réalise qu'attaquer l'homme de l'empereur n'est pas une bonne option. Pietro se relève furieux et Dale lui ordonne froidement de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Madame Eve, précisant qu'elle fait partie de la maison Saxon. Pietro proteste, lui rappelant qu'il est ici au nom de l'empereur et que l'insulter pour protéger une simple servante équivaut à. Dale l'interrompt sarcastiquement. Sa Majesté l'empereur a-t-elle pour passe-temps de violer les servantes des autres? Pietro est choqué et l'accuse d'oser dire une telle chose. À ce moment-là, le duc Jackson, le marquis Ulysse et le reste des invités arrivent. Le marquis Ulysse commente avec un sourire que c'est un spectacle intéressant. Le duc demande à son fils ce qui se passe. Dale explique que Pietro essayait d'agresser une servante de la maison Saxon. L'un des nobles demande sarcastiquement à Dale s'il traite Sir Pietro avec un tel mépris pour une raison si triviale. Pietro saisit l'occasion et se plaint au duc. Dale l'interrompt sévèrement. « Qui vous a permis de vous lever ?» Il s'adresse aux invités, expliquant que les nobles de la capitale impériale représentent l'empereur. Cependant, Pietro a tenté de ternir la réputation de l'empereur en agressant une simple servante, et pour cette raison, il ne pouvait tolérer son comportement honteux. Le marquis Ulysse rit, commentant que l'esprit du jeune seigneur est un chef-d'œuvre et confirme que ses paroles sont absolument correctes. Il ajoute: comment quelqu'un représentant Sa Majesté ose-t-il essayer d'agresser une simple servante? Il appelle son serviteur Tulara et lui ordonne de tuer cet insecte, Pietro. Pietro crie à l'aide. Ulysse lance une attaque de feu et Pietro hurle de douleur en brûlant. Ulysse déclare que les paroles du jeune seigneur sont absolument correctes et qu'il est de son devoir de brûler les insectes qui tentent d'insulter la famille impériale et l'Empire. Le marquis Ulysse conclut la scène, exprimant ses grands espoirs pour l'avenir du jeune seigneur Dale. Après que le tumulte se soit calmé, les hommes de l'empereur sont partis et la paix est revenue au château du duc Saxon par la suite. Un matin, la servante Eve réveille le jeune seigneur Dale. Il la remercie, remarquant son hésitation, et lui demande si elle a quelque chose à dire. Eve exprime avec hésitation sa fierté de le servir. Il s'interroge sur son hésitation, pensant que bien qu'il soit dans ce monde depuis longtemps, il n'est toujours pas habitué à un tel respect. Il comprend le poids du nom saxon et utilisera tout pour renverser l'Empire. Plus tard, le duc convoque Dale dans son bureau, lui disant que ses récentes actions ont été étranges. Dale le surprend en lui demandant s'il savait que si le héros d'un autre monde n'était pas mort, le duché de Saxon aurait été sa prochaine cible. Le duc, visiblement choqué, demande ce qui le rend si certain. Dale hésite un instant, réfléchissant que la raison est qu'il avait entendu dans sa vie antérieure que l'Empire complotait contre la maison de Saxon. Il explique que l'Empire s'est débarrassé du héros, craignant que le chien de chasse ne devienne incontrôlable. Il ajoute que malgré le fait que le héros ait vaincu le roi démon, l'Empire n'a pas éradiqué les ténèbres dans les terres du roi démon. La traduction n'a pas été réalisée avec succès. Le duc étonné demande comment il savait que le héros avait été éliminé. Dale répond que c'est son hypothèse, basée sur ses lectures, car le récit officiel selon lequel le héros est mort d'une mort honorable semble illogique. Dale continue en disant que si son hypothèse est correcte, alors la justice de l'Empire n'est rien d'autre que de la tyrannie. Le duc, pensant que son fils possède la sagesse des âges, lui demande son avis sur la voie que la maison Saxon devrait emprunter. Dale répond hardiment qu'ils doivent détruire l'Empire. Le duc, choqué, demande s'il réalise ce qu'il dit. Dale clarifie qu'il ne propose pas une rébellion maintenant, mais dans 10 ans. Il explique que des forces de résistance existent encore à travers le continent et que de nombreux seigneurs craignent l'Empire. Il ajoute que l'économie se rétrécit, que le banditisme croît et que les cicatrices de la guerre empirent. Il propose qu'en attendant le bon moment, ils renforcent leur pouvoir en soutenant la résistance. Il continue à expliquer son plan jusqu'au coucher du soleil, puis demande l'avis de son père. Le duc rit, exprimant que le talent de son fils est incommensurable et qu'il voit beaucoup plus loin que lui. Il exprime une immense fierté et dit qu'il va désormais le traiter non pas comme un enfant, mais comme le futur chef de la maison saxonne. Dale réalise que c'est le moment qu'il attendait pour avoir le droit de manier le pouvoir de la maison saxonne. Le duc lui demande d'exprimer clairement sa décision pour le bien de leur famille. Dale sourit doucement, rappelant à son père qu'il a promis de le traiter en égal et demande la permission de participer à l'épreuve de la tour à Nécropole.
Le duc, surpris, lui rappelle que c'est un lieu très dangereux où il pourrait facilement perdre la vie, ajoutant qu'il est trop tôt pour Dale, qui n'a même pas encore atteint le 3e cercle. Dale répond avec assurance qu'il l'atteindra bientôt. Le duc souligne que parvenir au 3e cercle ne se produit généralement pas avant la mi-vingtaine. Dale insiste, expliquant que c'est une décision pour lui, son père et la maison saxonne. Il explique que s'il fait ses preuves lors de l'épreuve, le statut du duc sera solidifié et il gagnera une réputation de confiance. Le duc est d'accord, laissant le jugement à sa discrétion. Quelques jours après, ils arrivent à Nécropole. Dale bâille, pensant qu'il a trop fait. Les habitants de Nécropole les remarquent, l'un se demandant si les rumeurs disant que Dale est un prodige de la magie sont vraies, tandis qu'un autre commente son air misérable. Félix, le major, dit qu'il doit gagner. Pas le gamin chétif du duché. Dale et son père arrivent à la tour, accueillis par Iris, une ancienne de la tour et secrétaire générale. Le duc dit à Dale qu'Iris l'assistera pendant le test. Elle conduit Dale dans une immense salle avec 59 autres diplômés. Iris souhaite la bienvenue à tout le monde et explique le test du premier étage, une bataille royale pour voler des points de vie. Chaque concurrent a un pendentif avec un point de vie et un bouclier. Un coup valide d'un adversaire détruit le pendentif de l'opposant, l'éliminant. L'attaquant gagne un point. Obtenir 3 points permet de passer au niveau suivant. L'utilisation d'artefacts est interdite. Les concurrents chuchotent sur Dale, le qualifiant de monstre pour avoir atteint le 3e cercle si jeune. Félix propose de s'associer pour le faire tomber. Quelqu'un doute de la prudence d'attaquer le jeune seigneur, mais Félix rejette cela, disant qu'ils sont tous des concurrents égaux. Dale entend, loue leur confiance et les défie mentalement. Iris annonce le début. Les concurrents relèvent des cadavres en soldats morts-vivants. Félix, remarquant que Dale n'a pas bougé, envoie son soldat mort-vivant vers lui. Il est choqué lorsque le soldat mort-vivant de Dale bloque l'attaque. Réalisant que Dale utilise la magie de l'eau, son soldat gèle puis se brise. Félix crie, l'accusant de tricher avec la magie de l'eau. Dale demande tranquillement à Iris s'il y a une règle disant que les morts-vivants ne peuvent être améliorés qu'avec la magie noire. Iris reste silencieuse. Dale en conclut qu'il a raison. Félix ordonne à ses collègues de bloquer le soldat amélioré par la glace de Dale pendant qu'il vise directement Dale. Dale pense que puisque les artefacts sont interdits, il se battra lui-même. Il se précipite vers les morts-vivants attaquant en esquivant gracieusement et en s'emparant d'une épée. Il frappe l'un d'eux avec un poing renforcé par magie noire, puis en abat un autre facilement. Un concurrent est choqué de voir son mort-vivant découpé si facilement. Félix pense que l'épée de Dale n'est pas ordinaire. Iris remarque que Dale a reconfiguré les os pour en augmenter la durabilité. Il saute dans les airs et abat son épée sur un autre mort-vivant, laissant Félix choqué. Ayant perdu tous ses soldats, Félix se demande avec terreur s'il est logique qu'un mage soit aussi habile avec une épée. Dale avance vers le Félix brisé, qui implore sa clémence. Dale se moque de lui, disant qu'il ne mourra pas à cause du pendentif protecteur. Il brandit son épée vers la tête de Félix. Félix est vaincu, son pendentif détruit, le traitant de monstre. Iris déclare que Lord Dale est le seul survivant qui a réussi le test avec 60 points de vie. Dale pense que cet endroit sera son premier pas. La scène se déplace au 2e étage de l'épreuve de la tour, nécessitant la défaite d'un golem de chair. Il pense que d'habitude, les survivants du premier étage s'allient, mais il les a tous éliminés. Tous les types de magie sont permis ici, et il voit cela comme une chance de former le 3e cercle et de tester son potentiel. Le golem attaque, mais Dale esquive et blesse le bras du golem. Il sourit et lance un nouveau sort, décomposition accélérée. L'observatrice, Iris, remarque que la magie n'est pas ordinaire. Le corps du golem se corrode, et Iris se demande pourquoi Dale a choisi de corrompre la cible au lieu de la démembrer. Dale pense à la façon dont la guerre biochimique était une stratégie clé dans sa vie passée. Il se demande si les observateurs réalisent que les horreurs de la guerre biochimique s'expriment désormais par la magie noire. Dale a terminé l'épreuve, établissant un record en atteignant le 10e étage et s'est vu accorder 4 jours de repos. Un rare nouvel examen a été accordé aux 59 autres concurrents cette nuit-là. Dale se tenait seul près d'une fontaine. Le professeur Sepia le félicite pour sa performance exceptionnelle. Il la remercie, attribuant son succès à ses enseignements. Il la surprend ensuite en l'invitant à un rendez-vous à un festival. Sepia accepte, pensant qu'il est trop jeune pour comprendre la signification d'un rendez-vous. Ils arrivent au festival de la ville de la Nécropole. Dale fait remarquer que la lune est belle ce soir. Il pense à quel point il est difficile de maintenir la conversation. Il pense que le silence avec Sepia n'a jamais été gênant parce qu'elle lui faisait toujours entièrement confiance. Et pour cette raison, il voulait se rapprocher d'elle. Il se souvient avoir atteint le 3e cercle et rencontré le paysage de l'esprit. Il devait dépasser ses limites en libérant du mana connu sous le nom de débordement de mana. En faisant cela, il s'est retrouvé dans un endroit étrange. Son monde mental, le monde de l'illumination. Son monde était vide, et là, seule l'enseignante Sepia lui tendait la main.
De retour au festival, Dale regarde Sepia et pense que c'est peut-être pour cela qu'il désire l'enseignante qui a illuminé son monde. Il dit soudain « Je t'aime ». Sepia est surprise et demande ce qu'il a dit. Il répète sa déclaration. Sepia sourit, le serre doucement dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime aussi beaucoup. Quelques jours après, lors de l'épreuve du 11e étage, Dale pense que rien n'a évolué entre eux. Il suppose qu'elle a vu cela comme un simple béguin d'enfant.